Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est bon, on nous entend. J'espère que vous avez regardé la petite vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été ramenée par Youssef là. Et tu peux expliquer le contexte Bah, c'est une archive, hein. C'est comme ça que tout a commencé. Merci. Voilà, tout ce qu'on a aujourd'hui, des coloniales, etc. en France, tout a commencé par cette marche. Bonjour, salut. C'est la marche des indigènes de la République 2005. 8 mai 2005. 8 mai 2005, pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire des massacres de Sétif et Guelma en Algérie, un énorme massacre commis par le colonialisme français qui a fait 40 000 morts. Et c'est par cette grande manifestation que nous sommes intervenus dans la rue, puisqu'auparavant, il y avait eu, on l'avait dit l'autre jour, l'appel des indigènes de la République. Et ensuite, il y a eu le 8 mai suivant, cette marche des indigènes de la République. Vous le voyez, où vous voyez un certain nombre de figures connues, dont Madame Rouya Boutelja. J'ai pas dire jeune, parce qu'elle est toujours aussi jeune. On voit Asdine Taïbi, le maire de Stein. Il y a Saïd Bouamama. Ton débat avec Finkielkraut a aussi commencé ici. Oui, exactement. Il a commencé. Attends, c'était en 2005 ? Bien sûr. Ah ouais ? Bien sûr. Ah, bien sûr, absolument. d'accord. Il est le débat avec Finkielkraut. Plus tard. Non. Le débat avec Finkielkraut, ça date de ce moment-là. D'accord. Je ne sais plus exactement quelle date, mais c'est dans les mois qui ont entre le mois de janvier et le mois de mai, je crois. Mais il y avait le pire officiellement ou pas encore ? Ah si. D'accord. Non, pardon. Non, on était l'appel des indigènes de la République à ce moment-là. D'accord, vous n'étiez pas encore le MIR. Nous n'étions pas encore le MIR même. Le MIR, c'est le mouvement des indigènes de la République. Ensuite, il y aura le pire 5 ans plus tard, en gros. Exactement. D'accord. Exactement. Hein. Donc l'appel des indigènes de la République, le MIR, le mouvement des indigènes de la République, et ensuite le pire. Alors la première chose, c'est qu'on voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la modération de notre discours. Hein. On a Moustapha Gueye qui parle à un moment, paix à son âme, parce que je crois qu'il n'est plus de ce monde, qui parle à un moment et qui dit « Nous sommes les enfants de la République », ce genre de choses. Et donc, c'était vraiment, somme toute, très modéré. On demandait simplement, l'égalité pour tous. L'égalité, voilà. C'était aussi simple que cela. C'était pas la Lune, on ne demandait pas la Lune. Alors, on s'est ramassé une violence politique, alors absolument hallucinante. Hallucinante. Ensuite, Ouria a commencé à faire quelques télés, notamment chez Tadei, parce que c'était le seul à la télévision, rappelons-le, qui a eu le courage d'inviter Rouya Boutelja, de la recevoir, etc. T'as vu que t'as dit c'est chez CNews là ? Ouais, oui. Je sais bien. Merci Martoni. Mais, oui, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais je tiens à dire, c'est qu'il a tenu la route pendant très très longtemps, en ce qui nous concerne. Hein. Il a tenu la route, voilà. Donc cet appel des indigènes, qui est vraiment un moment fondateur, puisqu'on peut dire que, sans exagération, sans prétention, je veux dire, hein, qu'il a quand même ouvert la porte je crois, hein, qu'il a ouvert la porte à tout un courant qu'on appelle le courant décolonial, maintenant, en France. Hein. Il y a des gens, ils ne sont pas d'accord avec ça. Avec Il y a des gens, ils nous attaquent. En disant quoi ? Parce qu'on s'appelle le courant décolonial, alors que le vrai décolonial, c'est en Amérique du Sud, blablabla. Ah ! Attendez. Alors, alors d'abord, faut qu'ils comprennent, ces gens, que le courant décolonial, que c'est pas un label déposé. Mais c'est ça. C'est une approche. C'est un peu comme des gens qui diraient celui-là il est pas marxiste parce que bon, alors ça n'a aucun sens. Non mais c'est ça, c'est que en fait ils font une OPA sur le décolonial. Ouais. Et en plus, ce qui m'amuse, c'est qu'ils ont pris ce livre, ils prennent ce livre pour justifier qu'on n'est pas décolonial. Regarde par qui c'est écrit. Ah oui, d'accord. Par Lissel Quiroz, Lissel qui est une amie à nous, quoi. Bah, évidemment. Qui est une proche de nous et tout. Bah, et oui. qui d'ailleurs, dans le livre, plusieurs fois, il précise que là, il parle du décolonial en Amérique du Sud, mais que le décolonial, c'est toujours contextualisé. Bah, bien sûr. Je veux dire, il y a c'est selon le contexte, c'est selon la colonialité, comment elle s'est vécue, que tu vas élaborer une théorie et une praxis. Bah oui, un exemple dans le décolonial en Amérique latine, quand il parle des indigènes, ça n'a pas le même sens que nous lorsqu'on parle des indigènes. Oui. Évidemment, nous c'est une projection, c'est une figure de style, on va dire, hein, en tout cas. Mais bon, mais en tout cas, c'est pas les indigènes au sens d'Amérique latine qui sont les vrais. Et d'ailleurs, voilà. Page 10, je cite page 10. Ils avaient juste à lire l'intro. Pour autant, cet ouvrage ne prétend ni ouvrir un procès en légitimité, ni purifier le champ des études décoloniales au nom d'une quelconque
authenticité Ah oui, de l'approche latino-américaine. bien Les sûr. théories s'hybrident, se reconfigurent et s'enrichissent au gré de leur circulation et des lieux où elles s'implantent. Bien sûr. Voilà, Bien tout sûr. simplement. Voilà. Bien Le sûr. débat est clos. Bah, bien évidemment. Et on en parlera de ce livre, c'est Pensée décoloniale de Philippe Collin et Lisselle Quiroz, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Voilà. On en reparlera. Oui, et donc à l'époque de cette marche, quand vous disiez le mot blanc simplement, vous étiez cloué. Mais personne n'aurait osé dire le mot blanc à l'époque. Hein. Ouais. Personne n'aurait osé, c'était un gros mot. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on en reparlera une autre fois. Mais c'est le mot qui a provoqué une scission au MRAP, hein, qui a provoqué un tsunami au MRAP, simplement le mot blanc, utilisé par quelqu'un au MRAP, et ça a été le délire total, par Pierre Thévagnan en l'occurrence. Bon, bref. Donc, en tout cas, vous voyez, donc c'est pas une histoire de radicalité. Enfin, la radicalité n'était pas dans les mots, était dans l'attitude que nous prenions de prendre notre sort en main. Ouais. Parce que regardez, avec un discours qui, somme toute, était très modéré, nous sommes les enfants de la République, mais c'est le nous qui a exaspéré toute la blanchitude de ce pays. Le nous, de quel droit nous disions nous? Et qui était ce nous, hein? Et donc, merci. Merci Géraldine. Ah ouais, bah écoute, chers collègues, moi aussi, je suis prof d'histoire, accessoirement, mais c'est super. Mais bon, donc du coup, c'est ce nous qui nous a valu des procès en sorcellerie, mais alors absolument inimaginables. Hein. Et je tiens quand même à rendre hommage à Tadei, je le dis, hein, indépendamment d'aujourd'hui, c'est que ça a été le seul, il a été très courageux, il a invité Ouria Boutelja à différentes reprises. C'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à percer ce mur. Alexis Alalala. Voilà. Donc, du coup, tout ce qu'il y a eu après, bon, par la suite, tout est venu, la décolonialité, tout le discours, etc. etc. Et comme tu dis, Wissem, Ouais. eh bien, l'adaptation, en fait, la naissance d'un courant décolonial français. Mais en plus, je veux dire, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils nous disent que C'est possible d'augmenter le son? du micro, je vais le faire. On va parler un peu fort là, mais Ouais, je vais d'accord. augmenter. Mais aussi, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils nous, en fait, ils accusent les militants français décoloniaux issus de l'immigration postcoloniale qui est majoritairement issue de l'Afrique, tu vois, que ce soit l'Afrique subsaharienne. Bah oui. En gros, quand on dit Afrique subsaharienne, les gens veulent dire noir parce que subsaharien, Bien c'est sûr. aussi une construction de truc de Bien sûr. subsaharien. Et les Noirs et les Arabes en disant ah mais vous prenez pas la théorie latino-américaine. Donc ça voudrait dire que pour comprendre leur situation, les Noirs et les Arabes doivent forcément calquer les théories qui sont nées dans une autre situation. Ah, bien Et évidemment. il y a une question par exemple qui est centrale dans notre cas et que les latino-américains ont du moins affronté, c'est la question de l'islam, tu vois. Bien Le sûr. rapport à la religion, à l'islam et tout. Eux, ça a été la question du christianisme, l'imposition du christianisme, mais nous, ça s'est posé dans d'autres logiques. Et il y a eu d'autres formes de racialisation. Donc dire c'est que eux les décoloniaux, c'est vraiment le niveau zéro de l'argument. Et je reviens, je vais juste augmenter le son. On va parler de Oui, de tout à fait. Macron, parler On va de dire un Macron. mot, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de monde, ça a eu du succès cette manif. On t'a pas vu dans la vidéo. Non, on me voit pas dans la vidéo. juste augmenter le son. J'étais à droite, j'étais à gauche, j'étais en train. Puisqu'il y avait des tensions, évidemment, sur la manif. Il y avait. Oui, parce qu'évidemment, on se demandait toujours si des fachos allaient intervenir, etc., les identitaires, etc. Donc, c'est une manif qui a été. Vous voyez, il y avait quand même plus de 5000 personnes au moins. Plus de 5000, ce qui est quand même pas mal du tout. 5000 de personnes qui se. Totalement auto-organisées, sans soutien d'aucun parti, et même avec l'hostilité de tous les partis français. Exact. Il n'y avait aucun parti d'extrême gauche. Il y pas avait. le PCF. Non, il y avait pas du tout, certainement pas. Il n'y avait aucune organisation, ni le NPA, ni rien qui nous avait soutenus. Il faut quand même le dire. Il y avait quelques gens des Verts, quand même, qui étaient là. Mais voilà. Et Ouais, donc, on était en 2005. c'était en 2005, c'était exactement le 8 mai. Et la manif, on était passé par. Elle était partie même de la gare de l'Est. Elle était partie de la gare de l'Est et on avait baptisé la place devant la gare de l'Est, qui est la place du 8 mai 45. On l'avait baptisé place des massacres de Sétif et Guelma, puisqu'ils se sont déroulés, vous le savez, exactement le 8 mai 45, le même jour de la victoire. Et c'est souvent un symbole qu'on prend, c'est-à-dire que le jour où on parle de libération de la France, il y a un massacre en Algérie. Voilà.
le même jour où où l'Allemagne capitule, le 8 mai 1945, en Algérie, je rappelle très brièvement, donc les Algériens décident de manifester aussi leur joie parce qu'ils pensent que cela va ouvrir justement l'ouverture de droits nouveaux pour eux, maintenant que les nazis sont vaincus et maintenant qu'un certain nombre beaucoup même de Nord-Africains ont combattu contre le nazisme même, mon père entre autres. Eh bien, ce même jour, ils pensent que on va un petit peu alléger leur fardeau. Ce même jour, la France va réprimer. Non, certainement pas. Il n'y avait pas SOS Racisme. On était même les anti-SOS Racisme dès le départ. Il y avait une haine profonde entre nous et eux. Et donc, ce même jour, il y a eu les massacres de Sétif et Guelma, qui ont fait environ 40 000 morts en quelques semaines. Voilà. Alors, massacre à Madagascar en 1945. Oui, alors Géraldine, on comprend tout à fait ton désarroi parce que je connais très bien le milieu des profs. Malheureusement, c'est un milieu qui est très sympathique sur certains aspects, mais qui est absolument épouvantable sur tout ce qui est simplement tolérance. Moi, je dirais même pas simplement tolérance religieuse, qui ne comprend absolument pas, qui est incapable de faire la part des choses, et qui traite quiconque simplement parle de tolérance religieuse comme d'anti-républicain, de machin. Oui, on a reçu des tombereaux d'injures. C'est le pire, je crois, parce que c'est vraiment le côté... je suis pas d'extrême droite, moi, tu sais, donc comme ils se pensent pas d'extrême droite, ils se sentent moi je fais ça par émancipation, par les lumières et tout, et ils sont insupportables. Et d'ailleurs, ils font la chasse aux filles qui portent le voile, et d'ailleurs à l'époque ça a été absolument incroyable cette histoire. Il y a eu une chasse aux sorcières à l'intérieur de l'éducation nationale contre des gens suspectés d'être aux indigènes de la République, bien sûr, on a eu un jeune d'ailleurs qui n'était même pas aux indigènes de la République, un jeune professeur qui d'histoire-géographie d'ailleurs, du nord de la France, qui ne le connaissait même pas, et qui a eu un gros problème parce que on a refusé de valider son année de stage après son CAPES, simplement parce qu'on le suspectait d'être aux indigènes, d'avoir un discours proche des indigènes de la République. C'est une histoire absolument incroyable. Il ne nous connaissait même pas à l'époque et c'est comme ça qu'il a pris contact avec nous. Non, il y a eu une violence que vous ne pouvez pas imaginer sur tous les médias, dans les radios. Tous les jours, on ne parlait que cela. C'est comment ça, ces gens-là, ces indigènes de la République, ils n'ont rien à voir avec ce qu'était notre anticolonialisme, dit Jean Daniel dans Nouvel Observateur. On a Robert Hue, Finkielkraut évidemment déjà, qui sur les radios nous conspure. Enfin bref, tout ça. Bon, tout ça pour vous dire que, et la part des profs, ça a été effroyable. Il y a eu quand même quelques profs, mais qui ont eu de très gros problèmes, simplement pour se faire entendre. Alors, avec même des choses banales. Vous avez entendu le discours « Nous sommes les enfants de la République, nous demandons l'égalité des droits ». Bon, où était le problème là-dedans ? Ils n'ont pas... Oui, parce que nous étions contre la loi, évidemment, sur le voile à l'école. D'ailleurs, dans cette manifestation, il y avait le collectif des musulmans de France, il y avait un certain nombre de filles voilées. Tout ça est parti d'un petit comité qui s'appelait le collectif Une école pour tous. Voilà un petit peu. Alors, on reviendra une autre fois sur l'histoire du pire. Et ce serait bien d'ailleurs qu'on fasse ça avec Ouria Boutelja. Boutelja. Elle a quand même peut-être une meilleure mémoire que moi. Et avec d'anciens acteurs. Il y a notre ami Christophe qui est là d'ailleurs. Et qui est même un super acteur. Parce que alors je le dis, c'est une confidence. Christophe a un nombre incroyable de films. Parce que c'était notre vidéaste qui a absolument tout filmé depuis la première réunion des indigènes de la République. Et un jour, on va mettre un petit peu tout cela et il a notamment le passage avec Finkielkraut. Voilà, il a le film. Il a les images de Youssef qui s'embrouille avec Finkielkraut. Voilà, parce que ça a été filmé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça a été filmé. Attends, mais je suis en train parce qu'on s'est dit qu'on allait aussi discuter de l'actualité et de Macron là qui est intervenu. Tout à fait. Mais déjà... Parce que là, je suis en train de voir le live. J'ai pas pu voir en direct, donc je suis en train de voir le live qu'a fait Le Monde. Et premier truc, la réforme des retraites va, je cite, poursuivre son chemin démocratique, dit Emmanuel Macron. Alors voilà, aujourd'hui, on va faire un insert quand même sur ce discours de Macron. On pourra revenir par la suite sur les indigènes, mais il y a l'actualité oblige, comme on dit. Et donc, Macron vient de parler. Alors, il a dit, après avoir... Alors... le texte a été préparé par le gouvernement, modifié après concertation au Parlement, voté par le Sénat, adopté en commission mixte paritaire et adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 49.3. Et que donc il va poursuivre son chemin démocratique. Alors ce qui est génial, c'est qu'il dit adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation du 49.3. Alors c'est extraordinaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle une aporie.
une aporie. Ça a été adopté. Ben non, il n'y a même pas eu de vote à l'Assemblée. L'Assemblée n'a même pas eu connaissance. N'a même pas eu connaissance de ce texte de façon définitive et n'a pas pu s'exprimer, se définir sur le texte de façon définitive. Il dit adopté par l'Assemblée. Alors, on pourra revenir sur l'histoire du 49.3, qui est un outil de dictature absolument incroyable. Ouf, hein. C'est une des premières réformes à faire. Hein, Et encore, il faut se dire que là, encore, les gens, imaginez-vous, il y a 3-4 ans, c'est-à-dire que là, on a une assemblée où c'est possible qu'il y ait une motion de censure. Ouais. Mais avant, quand tu avais une majorité En Marche à l'Assemblée, c'était impossible. Bien Genre, sûr. ils pouvaient faire 49.3 s'ils voulaient. C'était insupportable. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il fait tout pour nous énerver. Ça me. Ah bah ça me oui, tend. Ça me tend. c'est sûr que ça hérisse le poil. Ça hérisse vraiment le poil et de toute façon, moi je pense que, mis à part une grève générale de plusieurs semaines comme en 95, voilà, à mon avis, c'est ce qu'il lui faut absolument, c'est ce qu'il faut absolument, parce que c'est la seule façon d'arrêter ce délire. Attends. 4. Il a dit les allocataires du RSA, ces ignobles parasites. Non. Non. Ouais. Non, mais il a dit une phrase. Je pense qu'il a dit une phrase dans le genre. Parce que je vois que les gens parlent du RSA et tout. Mais oui, donc toi, tu voulais revenir sur le 49.3 qui est. Bah oui, le 49.3 qui est l'idée de Gaulle. Mais le problème, c'est qu'il va revenir dans le contexte. Quand De Gaulle va adopter donc, la nouvelle constitution qui a été faite par Michel Debré, si je ne m'abuse, et comment, avec cette histoire de 49.3, c'est un contexte qui est très particulier. C'est les débuts de la Ve République, la guerre d'Algérie, etc. Et il y avait cette idée aussi, peut-être par rapport aux événements d'Algérie, donc un certain nombre de lois, de décisions, et qui risquaient d'être controversées, d'être contestées, etc. Voilà. Bon, en tout cas, le 49.3 aujourd'hui est devenu un outil de dictature totale, qui n'existe nulle part ailleurs. À ma connaissance, qui n'existe nulle part ailleurs, à moins qu'effectivement des gens ont... mais je n'ai jamais entendu parler d'autres constitutions dans le monde où il y aurait ce 49.3. Alors la France, patrie des droits de l'homme, universelle, etc., qui se targue d'avoir... Eh bien non. Je veux dire, alors c'est un pays qui aime bien maintenant fustiger Robespierre, par exemple. Robespierre, le dictateur, on le cache. Robespierre, c'est le canard, le mauvais canard, l'enfant terrible, de la Révolution française, dont on ne doit pas parler. Danton, oui, pas de problème, mais Robespierre, surtout pas. Mais on fait pire. Parce que le 49.3, c'est vraiment l'outil de dictature qui permet de tout faire passer. Oui, parce qu'ils savent que ça va être difficile et de faire passer la motion de censure. Bah oui. Apparemment, oui, il a dit il veut faire passer des trucs sur le travail RSA et l'immigration. Mais l'immigration, c'est d'ailleurs la discussion, parce qu'il y a eu une mini polémique sur Twitter et tout, tu sais, par rapport à Ouria, qu'elle a dit que dans le mouvement social actuel, il n'y avait pas beaucoup de... C'est de ça dont je voulais parler, justement. Ouais. C'est pour ça que je voulais mettre aussi, revenir sur l'appel des indigènes. Et donc, moi, j'ai aussi fait un trait sur ça. Je leur ai dit, en plus, les gens, là, vous parlez de... C'est effectivement grave ce qui se passe avec la police, les dénis de justice et tout. Mais nous, ça fait des années qu'on vous alerte. Et même là, les 2 dernières années, avec toute la radicalisation sur l'islamophobie, on parlait de QCN, on parlait de la loi séparatisme, on parlait de l'état d'urgence contre les musulmans qui permettait tout ça. Je veux dire, mais ça fait des années qu'on vous le dit. Et là, voilà, et à un moment donné, il faudra parler de ces questions. Et ils disent, vous nous tirez une balle dans le dos. Mais il n'y a aucune balle dans le dos. Enfin, on soutient, je veux dire, regardez mon fil Twitter, c'est que ça. Bien sûr, moi aussi. Moi aussi, j'arrête pas de parler de cela. Alors, il y a une chose quand même que je voudrais dire. Alors, ça pourrait faire l'objet, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Ce que j'appelle les rendez-vous manqués entre les beaufs et les barbares. Les rendez-vous manqués dans l'histoire de ce pays entre les beaufs et les barbares. Parce que ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a quelques semaines, d'il y a même quelques années. Si on devait faire ces rendez-vous manqués où il aurait vraiment fallu que les beaufs soutiennent les barbares, eh bien on va remonter au début du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de l'étoile nord-africaine, à l'époque où les colonisés manifestent à Paris, que ce soit les colonisés indo-chinois comme on disait, etc. Oui, d'ailleurs, je pense tout à l'heure quelqu'un a parlé de massacre de Madagascar, 47, oui, 80 000 morts, Madagascar, 47, on l'oublie toujours, 80 000 morts, bon, bref. Et donc, au moment de tous ces massacres, les beaufs n'ont jamais été solidaires des barbares.
Hein. Ils n'ont jamais été solidaires. À quelques rares À exceptions. oui, alors justement. On se rappelle les communards avec les Kanaks. Oui, alors Il y a eu quelques exceptions comme Louis Michel qui a pris le. Comme Louis Michel, etc. Mais sinon, il n'y a jamais eu de mouvement. Alors voilà, c'est un vrai problème. Genre, si ça avait été le cas, si les prolétaires, malheureusement, les prolétaires blancs de ce pays n'ont jamais reconnu comme leurs frères, hein, n'ont jamais reconnu les indigènes comme étant leurs frères. Ça, c'est un vrai problème parce qu'on voit bien que sinon, tout aurait changé. Tout aurait changé. Ouais. Hein. Et au contraire, ça revient au bouquin dont tu parlais hier lors de la perme, le contrat racial. On est en plein dans ce contrat racial. Mais très rapidement, je prends l'étoile nord-africaine qui n'a jamais été soutenue. Tous les mouvements anticolonialistes d'avant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement anticolonialiste indo-chinois, malgache, etc., les mouvements anticolonialistes africains, la fameuse, ce qu'on appelait les Lumières Noires, hein, un congrès noir qui se passe à Paris, à la Sorbonne, avant la Seconde Guerre, tout ça n'a jamais été soutenu. Après-guerre, les massacres de Sétif-et-Galma se font avec les bénédictions du Parti communiste, n'oublions surtout pas. Le ministre de l'Air, Charles Tillon à l'époque, est un communiste. Hein, ça a été un grand FTP, un grand résistant, et il est ministre de l'Air, hein, et les communistes dénoncent même entre guillemets, les émeutiers musulmans, hein, comme étant manipulés par les anciens vichistes, hein, au moment de Sétif-et-Galma. On pourrait multiplier à l'infini. Le mouvement des travailleurs arabes n'a jamais été soutenu, ou très très peu, par quelques gauchistes, et quand les gauchistes les abandonnent, il n'y a plus personne. La grande grève de la Saint-Lacotra a été extrêmement peu soutenue, et finalement est abandonnée. Les grèves ouvrières à Talbot, Talbot-Poissy, Citroën-Aulnay, etc., ont été extrêmement peu soutenues. Elles ont été dénoncées comme étant des grèves dirigées par des ayatollahs, on disait à l'époque, hein, le gouvernement socialiste. Je pourrais multiplier. Alors, il y a une exception notable, importante, c'est la marche pour l'égalité, qui, dans un premier temps, est très soutenue. Puisque... de 2015 ? Non, la vraie de décembre 83, la grande marche pour l'égalité, hein, ce qu'ils ont appelé la marche des beurs, et qui effectivement, je le dis, puisqu'on y était, hein, une manif énorme de 100 000 personnes, est là pour accueillir les marcheurs. Sauf que ça a duré quelques semaines. Et ensuite, eh bien, ça a duré un an, parce qu'ensuite, il y a eu une autre marche en 84 qui s'appelait Convergence 84. Et ensuite, aussitôt, apparaît SOS Racisme. Donc ça a duré comme ça pendant un an. Apparaît SOS Racisme, l'escroquerie SOS Racisme, qui va tout balayer, et hop, c'est reparti. Voilà, donc je le dis quand même, il y a cette et puis avec quand même des personnages formidables, le père de l'Orme, etc., un certain nombre de grands personnages qui ont été vraiment extrêmement courageux, hein, comme ont été courageux les Blancs qui ont soutenu la marche des indigènes et que l'on voit dans cette marche, mais on le voit bien. Alors, on arrive à aujourd'hui. Alors, les émeutes de 2005. Alors, la violence. Alors, les gens, ils vont nous faire des cours sur la violence. Alors, la violence que les indigènes ont subie, elle est sans commune mesure. Je ne vais même pas repartir à la guerre d'Algérie. À la révolution algérienne, pardon. Il ne faut pas dire guerre d'Algérie. Je ne vais même pas repartir à la révolution algérienne. Bien sûr, les massacres du 17 octobre, etc. Mais simplement la violence quotidienne dans les quartiers. 2005, rappelez-vous 2005, lorsqu'il y a ce qu'ils ont appelé les émeutes, que nous on appelle la révolte des quartiers populaires en 2005, hein, une grande révolte, hein, qui justement, et c'est pour ça qu'on a été même, le pire, comment les indigènes de la République ont été accusés, même par certains, d'avoir fomenté cette révolte. C'était beaucoup trop d'honneur, nous n'y étions absolument pour rien. Hein. Alors après, on nous a reproché de ne pas y être. On a dit, si vous étiez des vrais, vous seriez avec. Mais on n'est pas là pour récupérer des choses. Bref. Ça s'est fait spontanément. Bien évidemment, nous n'avions aucune autorité pour dire. Et si vous avez essayé de récupérer, vous essayez de récupérer. Eh bien, exactement. Vous récupérez. Alors oui, une émission sur SOS Racisme et sur tout cela, sur le mouvement antiraciste en France. Petit détail, d'ailleurs, les gens, on ne soutient pas nous. C'est vrai que tu as le t-shirt de l'AFA. Et c'est sur la commune AFA Paris banlieue. Et là, voilà, je l'ai mis en un petit clin d'œil aussi à mon frère Samir Bousnina, hein, qui me l'a offert. Ah oui, c'est vrai, c'est Samir qui t'a offert ce t-shirt de la commune. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Mais aussi, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand Ourial a fait ce tweet et quand moi j'ai fait le thread, la réponse a été mais c'est pas le moment, c'est vous diviser. Et j'aurais dit mais en fait. Quand c'est pas une période là un peu contestataire, vous vous en foutez. Et quand c'est une période contestataire, c'est pas le moment. Alors il est quand le moment en fait À quel moment on va pouvoir parler de... Et en plus pour moi, au contraire, c'est à ces moments-là qu'il faut en parler et en fait ils ont trop l'idée que si on en parle, c'est qu'on pense que le mouvement ne mérite plus d'être soutenu. Parce qu'eux ils croient qu'on est comme eux. C'est-à-dire que s'il y a quelques défauts dans le mouvement antiraciste, on le bannit. Alors que nous non.
Bah, bien sûr que Et non. le gilet jaune, on était comme ça en mode, Bah, bien on sûr. sait très bien, mais allez-y les blancs, il faut le faire et tout. Bah, bien sûr. Bien, et comment l'histoire de l'antiracisme en France, jamais le moment. Oui, effectivement, là, on va refaire ça. On pourra faire une émission sur le. Hein. Oui, Samir et Youssef sont frères, bien sûr. Et bien évidemment, comment ça, tu ne le savais pas? Il n'y a que toi qui ne le savais pas, cher ami. Et donc, du coup, et du coup 2005, il n'y a eu aucun soutien. 2005, la révolte dans les quartiers populaires, qui a duré quand même plusieurs semaines, hein, qui a été extraordinaire. Hein, qui effectivement, imaginez si à l'époque il y avait eu un soutien des beaufs, Ouais. hein, s'il y avait un soutien des blancs, mais ça aurait tout changé. Là, ça s'est passé de l'autre côté du périphérique. Personne n'allait voir. Hein, et ça a été une violence qui était quand même assez inouïe. Parce qu'à l'abri de l'autre côté dans les banlieues, hein, les CRS avaient vraiment carte blanche, avec les hélicoptères qui patrouillaient sans arrêt, etc. etc. Alors, je sais que c'est pas bien de comparer en disant que, voilà, mais nous ne comparons pas. Merci Pastoros. Nous ne comparons pas, mais nous disons que, voilà, je ne vais même pas revenir sur aussi, parce que le grand virage de violence dans ce pays, je le dis bien, le grand virage, c'est quand même 2014. La marche pour la Palestine, la manif pour la Palestine qui a été interdite, hein, avec Valls Hollande. Et là, on a vu un déploiement de violence, enfin, une utilisation de la violence d'État, mais absolument hallucinant. Et qui rompait justement avec ce qui s'était passé les années précédentes. Hein, une violence absolument inouïe, avec des flashballs. Je me souviens de ce jeune type qui était torse nu, qui avait la marque de l'impact de la balle de flashball dans le dos, mais ça faisait quasiment un trou. Non, mais c'était absolument hallucinant. Hein, le dos était enfoncé complètement, et il montrait cela. Et il parlait à des flics qui étaient au repos, il leur disait « Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi ça? J'ai été tiré dans le dos ?» D'abord, on ne tire pas sur quelqu'un dans le dos par définition. Parce que si quelqu'un reçoit une balle dans le dos, c'est qu'il fuyait. Enfin, c'est qu'il partait. Donc, on n'a pas à tirer sur quelqu'un qui part. Et il regardait, il dit « Regardez, j'ai rien fait. » Non, c'était inouï avec des gens poursuivis en justice, qui ont perdu leur boulot. Mais c'était absolument hallucinant. Pas un soutien. Ouais. Pas, je le dis bien, on a alors, un jour je vous montrerai les images de Barbès, parce qu'on les a aussi. On a des images de cette manif de 2014. C'est à partir de là qu'il y a eu l'utilisation. Ensuite, il y a eu l'utilisation de la violence contre des manifs de blancs. Hein. Les gilets jaunes, ouais. Alors, il y a eu les gilets jaunes qui a été aussi absolument terrible. Il faut le dire aussi. D'ailleurs, je voudrais faire une absolument, précision sur les hein. gilets jaunes, c'est que nous, on n'arrête pas de le dire que ça a permis à beaucoup d'éveiller les consciences sur les violences policières. Oui. Mais c'est pas ça qui a tout réglé, parce qu'on se rappelle qu'après les gilets jaunes, il y a eu quoi? Il y a eu le Covid. Oui. Et la répression dans les quartiers, le nombre d'amendes qu'ont eu Ah les oui, habitants, et que c'est en mode c'est bien fait pour eux. Je veux dire, il y a vraiment eu d'un coup un aveuglement de beaucoup de gens. Alors pas tous les gilets jaunes, hein, mais ça n'a pas tout réglé, quoi. Faut pas faire bien sûr. aussi, Bien sûr. Ça n'a pas tout réglé du tout. Ça n'a pas tout réglé du tout. Alors, donc voilà, on n'est pas là en train de dire, en train de juger les violences. C'est que nous devons être unis, mais c'est précisément parce que nous voulons être unis que nous mettons le doigt sur les points obscurs. Voilà. Sur les points obscurs de cette nécessaire unité. Et aujourd'hui, c'est sûr que les indigènes allant dans les manifs risquent beaucoup plus gros. Vous croyez que le policier va avoir la même attitude avec un indigène capturé là, dans une manif qu'avec un blanc? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, moi j'en suis convaincu. Sinon, il n'y aurait pas de racisme structurel. Hein. Et en plus, oui, Tel Aviv sur scène aussi, je m'en souviens. Oui, très bien. Et en plus, ça se limite pas à ça, quoi. C'est pas genre d'un coup les blancs se font frapper en manif. Allez, et on répète encore une fois, vous faites frapper pour ce que vous faites. Ce qui est un scandale aussi, de se faire frapper en manif. Non, c'est scandaleux. La violence est disproportionnée. Même sans être en manif. Donc c'est ça. pas parce que d'un coup vous faites frapper en manif que ça y est, les barrières raciales sont effondrées et que le racisme n'existe plus là à ce moment-là. Bien sûr. Aussi, en fait, ils croient qu'on est en mode accusateur et donneur de leçons, alors que c'est justement en faisant ça, en engageant la discussion, qu'on pourra vraiment régler le souci. Établir cette convergence nécessaire. Je veux dire, un indigène qui aujourd'hui doit aller manifester. D'abord, il faut le savoir, la plupart des indigènes ont des emplois précaires. Ne sont pas vraiment concernés par ces histoires de retraite. La plus grande partie, si ça existe encore, ils auront le minimum vieillesse. Hein. Ça s'appelle comment, la SAF maintenant, je ne sais plus comment. Bon,
voilà, on le sait très bien, la plus grande partie de ces jeunes ont très peu travaillé parce qu'ils n'ont pas accès même au travail. Et même quand ils ont accès à un travail, très rarement, alors il y a une petite proportion évidemment qui sont à la SNCF ou la RATP, etc., qui ont des boulots un petit peu garantis, mais c'est une infime fraction. Une infime fraction. Donc déjà, d'abord, ils n'ont pas le sentiment de faire partie de ce que un certain, j'ai oublié comment il s'appelle déjà, un gros facho du gouvernement là, avait appelé le corps traditionnel de la nation, hein, donc les Blancs. Ils ont le sentiment de ne pas faire partie de la nation française, tout simplement. Ils ont des boulots extrêmement précaires. Leurs parents, n'en parlons même pas, leur maman qui fait les ménages, etc., leur père, voilà, qu'est-ce qu'ils vont toucher comme retraite. En plus, n'oublions pas que ceux qui n'ont pas encore les papiers français parmi leurs parents, hein, il faudrait qu'ils résident 6 mois pour avoir le minimum vieillesse. Hein. Il faudrait qu'ils résident 6 mois dans ce pays, et même, pas simplement, même pour avoir leur retraite, hein, il faudrait qu'ils résident 6 mois dans ce pays, d'accord. Vous vous rendez compte, ça veut dire que les forcer à faire des allers-retours, sinon ils ne toucheront rien. La situation des indigènes est tellement précaire et la répression est tellement dure à leur encontre qu'effectivement, je veux dire, on va leur demander de venir de leur banlieue pour aller sur Paris. Voilà. Mais et c'est ça. Et moi, en fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a aussi, pour moi, il y a une contradiction. C'est-à-dire que pendant des années, on alerte sur la dérive de l'État autoritaire qui passe par les musulmans pour mettre en place tout un dispositif autant militaire que policier que judiciaire pour accroître le contrôle de l'État et du gouvernement, tu vois. Bien et sûr. comment il fait ça? Il passe par les musulmans. Bien Il sûr. passe par les indigènes et tout parce qu'ils savent que les blancs là ça va Bien sûr. ça va être bon. Et donc t'as quelques critiques à gauche, on va pas mentir, mais elles sont Bien quand même sûr. très discrètes, surtout vu la gravité des faits. Mais on a la gauche qui ne dit rien. Bien sûr. Genre, voilà. Soit la gauche qui soutient avec des arguments en mode soit ah bah c'est la démocratie, c'est comme ça, soit c'est la sécurité. Pour être en sécurité, il faut ça. Soit bah, les musulmans, le séparatisme et tout, nous on est contre. Et donc, et aussi la raison de l'État, c'est-à-dire que parfois ces gauchistes vont même justifier des lois ou des projets qui passent outre les principes fondamentaux de la liberté en disant ah mais c'est les intérêts de l'État, vous vous rendez compte, le terrorisme, la Oui. sécurité, les musulmans ils sont dangereux et tout, et ils s'étonnent que, et c'est ce qu'on disait, mais ça va tomber contre vous ça, Bien vous leur mettez dans les mains des choses qui vont, parce que allez vous en foutez de nous, d'accord, mais vous vous souciez de vous, donc comment ne pas penser au fait que vous êtes en train de laisser l'État prendre en main plein de dispositifs qui vont permettre de mettre en place une répression qui va s'étendre sûr. sur les blancs sans réfléchir sur ah mais est-ce qu'on n'a pas fait une connerie avec les musulmans, tu vois, Bah, bien avec sûr. IQSEN, avec les mosquées fermées, avec les organisations Tu l'as dit, fermées. IQSEN. Qui a soutenu IQSEN? Voilà. Vous dire, c'est vous qui mettez en place ça. Bien Et cette sûr. logique-là de on peut outrepasser la justice, la loi et tout, on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. Une mosquée a été dévastée avant-hier. Hein. Personne n'en a parlé. Merci Thibault Live. Personne n'en a parlé. Pourquoi je veux dire, et puis chaque semaine, il y a une mosquée qui est dévastée, qui est taguée ou qui est voilà, et qui est désacralisée même, etc. Bon, bref. Bah, c'est ça, en fait, il faut avoir revenir sur tout un discours qu'il y a eu pendant des années de criminalisation des musulmans et des quartiers et tout, qui a permis à la police de se renforcer et à l'administration aussi de se renforcer. Si Bien on n'a sûr. pas un retour critique sur à quel point on a laissé ça passer, bah, en fait, il n'y a aucune possibilité de dialogue avec eux, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Exact. D'ailleurs, ça a été mis en exergue, hein, cette violence coloniale qui ensuite va être utilisée contre les révolutions prolétaires dans le Paris du 19e siècle. C'est connu, hein, Bugeaud qui réprime en Algérie de façon absolument effroyable, hein, et qui ensuite, lui ou ses généraux, vont réprimer les révoltes ouvrières, les révolutions à Paris, hein, 1848, entre autres, etc. Donc, faut le savoir. Puis la Commune. Hein, donc, faut le savoir. Mais le problème, c'est que ils n'apprennent pas. On a l'impression que les gens n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas d'histoire. Oui, ils disent c'est pas maintenant. Tu vois. C'est ça. Il y a toujours une urgence qui fait que on ne doit jamais s'occuper du sort des plus exploités, des plus réprimés, des plus opprimés, des plus violentés. Hein. C'est un fait que ce sont les indigènes de ce pays. On ne va pas raconter de bêtises. La violence qui, à l'encontre de ce qu'on appelle les sans-papiers, qui sont simplement des travailleurs privés de papier, qu'il faut qualifier de travailleurs privés de papier, non pas de sans-papiers, hein, eh bien, elle est absolument inouïe.
Dans les centres de rétention, il faudra aller voir comment ça se passe en ce moment dans les centres de rétention. Ouais. Et une des premières choses à faire, si jamais il y avait un pouvoir révolutionnaire, évidemment, ce serait d'ouvrir les centres de rétention. Les prisons, évidemment, en général. Les centres de rétention. On a des femmes et des enfants dans les centres de rétention aujourd'hui en France. Je veux dire, qui s'en préoccupe? Qui s'en préoccupe? Donc voilà. On l'a dit, le t-shirt que je porte, c'est celui que m'a offert Samir Bousnina, notre frère, et c'est un t-shirt des Antifas, je crois. Je comprends pas le. Alors, salut cathédrale osseuse, je comprends pas le moment est intersectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi un moment qui est pas intersectionnel? Justement. Voilà, quand on me dit que ce moment est un tel, je dis, c'est quoi un moment qui est pas un tel? C'est quoi un moment qui est pas intersectionnel? Non, il n'est pas intersectionnel. Je comprends pas non plus. Non, mais c'est c'est cathédrale osseuse qui a dit le moment est historique et intersectionnel. Et je comprends pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en ce moment. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Bon, moi je préfère parler genre ça touche tout le monde. Mais oui, mais le capitalisme, ça touche tout le monde. Bien tout le temps. C'est ce que j'ai dit. Moi, il n'y a pas un moment où ça touche pas trop. On parle de solidarité anticapitaliste, tout simplement. Bien évidemment. Et là, c'est même plus que de la solidarité. C'est que c'est plus que de la solidarité. C'est qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas la nécessité de lutter tous ensemble, mais oui. Excuse-moi. Non, mais en fait, c'est aussi la question que se posent les gens où ils sont pas d'accord, c'est est-ce que les indigènes sont en manifestation ou pas? Et moi, j'ai l'impression que là, de toute façon, on va être que dans on va être que dans les impressions. Je veux dire, il n'y a pas de statistique qui pourra nous permettre vraiment d'avoir. Et moi, j'ai plutôt l'impression que même si je vois quelques indigènes en manif, ça reste une manifestation majoritairement blanche. Oui, et bien sûr que après, moi, il y a aussi la distinction entre les syndicats et les manifs. C'est-à-dire que dans les syndicats, tu vas trouver un peu plus d'indigènes parce que c'est beaucoup des et puis les éboueurs aussi, notamment. Voilà, oui, c'est beaucoup des milieux professionnels très précarisés et où il y a effectivement des indigènes, mais c'est pas eux qui vont aller dans les mouvements sociaux, vraiment dans les grosses manifs ou les manifs sauvages entre guillemets qu'on a le soir et tout. Et pour moi, il y a aussi une distinction, tu vois, entre faire la grève et participer aux mobilisations sociales qu'on a actuellement. Et quand je vais en manif, moi, on verra demain. Mais j'ai plus l'impression que c'est majoritairement blanc. Mais pour moi, c'est pas grave ou pas grave. C'est juste un constat à faire. Bien et sûr. d'essayer de comprendre pourquoi il y a ça. Moi, en fait, il y avait un gars qui, il y a 2 semaines, il disait, il avait fait un tweet en mode, un facho, en mode bravo, il n'y a aucune femme voilée en manif et tout. Et ça m'avait fait marrer. Je me disais, mais il est malade, pourquoi il disait ça? Non, mais je disais, il est malade, lui, il compte les femmes voilées en manif. Mais en même temps, il a raison, il n'y a pas de femmes voilées. Mais je me disais, et donc, en fait, dans la logique du facho, c'est, elles n'aiment pas la France, vous voyez. Et moi, je suis en mode, ouais, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas en manif. Je veux dire, pourquoi elles iraient en manif? Personne ne fait rien pour elles. Même la gauche, c'est rentrer chez vous. Dévoilez-vous pour faire du sport, pour aller à l'école, pour aller travailler et tout. Je veux dire, il y a bien un moment donné où tu dis, bon, d'accord, vous voulez pas de moi, je fais pas partie du corps social, même du corps social contestataire. Automatiquement, elles auront moins tendance à aller en manif que les autres, tu vois. Bien sûr. Et puis là, on entre dans le mois du Ramadan. On va en voir des choses. Ouais. On va en voir des choses. On n'est qu'au début et malheureusement, on sait très bien comment ça se passe à chaque fois, chaque année. Ça va être vraiment, vraiment quelque chose. Donc voilà, il faut quand même avoir ça en tête. On est dans cette situation. La question raciale n'est pas une question qui est secondaire. Il ne s'agit pas même de hiérarchiser, mais c'est une question qui est fondamentale, qui structure ce pays. Ouais. Et d'ailleurs, d'où l'année. Cette alliance, c'est pas du luxe. C'est pas nous qui venons en disant... on se fait taper dessus, c'est bon, c'est fait, on peut faire alliance. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr. C'est bon, vous pouvez venir, on vient. On a vu qu'on se faisait frapper par les flics. Il me semble que beaucoup ont remis en cause ce constat. J'ai vu plusieurs personnes affirmer que de nombreux indigènes étaient présents hier après Esveras. Après, comme je t'ai dit, ça va être des impressions. Moi, j'ai pas l'impression, parce que c'est pas seulement en manif, c'est-à-dire que même en dehors, quand je vois là où j'habite, quand je vois ma femme, c'est plutôt calme, quoi. Il y a bien sûr. Dans les banlieues, c'est oui. Aussi ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas. Oui, au contraire, mais bien évidemment. Au contraire, il y a un gros soutien. Mais entre soutenir et participer au truc, pour moi, il y a quand même une frontière. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus chez... Et encore, les indigènes qui vont participer, c'est une certaine sociologie d'indigènes. C'est-à-dire que c'est des indigènes un peu comme moi, ceux qui sont à la fac, ceux qui sont politisés et tout. C'est pas... Alors, il est sûr que si le mouvement étendait ses revendications, oui. Et effectivement... Mais c'est ce qu'on appelle à faire.
Oui, c'est ça, exactement. Si le mouvement étendait ses revendications, alors c'est pas facile, on ne dit pas que tout est simple. Bah, il y a la loi immigration, on va voir. Alors apparemment, elle va être repoussée. Elle va être repoussée, mais là, il en a parlé, Macron, et il a réaffirmé le truc que ça allait le faire. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est absolument effroyable. C'est ça, alors la loi immigration, ça va se passer quoi? La loi immigration, donc il n'y a que les immigrés qui sont concernés, c'est cela, si je comprends bien? Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. On a ces collectifs de 10 sans-papiers qui sans arrêt peinent à mobiliser. Il n'y a personne, il y a quasiment que, plus quelques militants d'extrême gauche français. Hein, mais sinon, voilà. Mais d'ailleurs, moi, je poserais une question aux gens sur la loi immigration, c'est sincèrement, s'il n'y avait pas eu ces manifs sur enlevant les réformes retraites, est-ce que vous pensez premier degré que cette loi sur l'immigration, elle aurait provoqué autant de scandales que la réforme des retraites chez la gauche? Non. Je veux dire, moi pas qui honnête pourrait dire oui, et pourtant elle est tout aussi scandaleuse. Je veux dire, c'est un examen de français. Hein, elle prévoit non mais ne serait-ce que ça. Alors c'est pas, il y a des choses encore plus graves, mais au niveau humiliation, un examen de français. Hein, les gens qui aspirent, on va leur faire passer un examen de français. Mais j'aimerais qu'on fasse passer un examen de français à des Français dits de souche là, pour rigoler un petit peu. Hein, ne serait-ce que cela, d'accord. Il y en a qui arrivent à peine à écrire leur nom. Non mais c'est absolument incroyable. Ouais, vulgatoire, ouais. La loi séparatisme est passée tranquille, absolument, Géraldine. La loi 95, c'est mon département aussi, le 95, Argenteuil. Ouais, mais c'est la loi séparatisme, mais il n'y a pas eu de contestation. Mais bien sûr. Citez-moi une action de la gauche. Et encore une fois, c'est pas pour dire, voilà, bien fait pour vous, on viendra pas. Mais juste, il faut poser ce constat. Bien sûr, bien sûr. Nous, on soutient quand même. Mais il faut poser ce constat, il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. La loi séparatisme, qui est une loi d'apartheid dans ce pays, une véritable loi d'apartheid dans ce pays, hein, ça ne fait pas illusion. Tout le monde sait très bien que le mot séparatisme, faut le remplacer par musulman. Et point. Hein, musulman ou bronzé en général. Ou supposé l'être. Supposé l'être. Hein, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc des gens qui, simplement parce qu'ils ont une identité, ils sont suspectés d'en vouloir au fondement de ce pays. Voilà. Donc c'est absolument incroyable. Aucun soutien. Bon, alors on ne peut pas éternellement... il existe des mécanismes similaires au 49.3 en Espagne, Portugal et en Italie. Ah ouais? Je ne sais pas. Des mécanismes similaires. C'est une question ou c'est une affirmation? Non, il dit que c'est une affirmation. Similaire ne veut pas dire égaux, hein, enfin équivalent. Et qui sont utilisés je ne sais au pas. même niveau. Et qui sont utilisés, je ne sais pas du tout. Hein. Il faudrait voir ça dans le détail. Mais je n'ai jamais entendu parler de cela. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Oui, la loi sécurité globale. La loi sécurité globale, on sait aussi contre qui c'est visé. Ouais, qu'avec ça, voilà, c'est-à-dire qu'on a fait passer des trucs, vous avez perdu plein de libertés, mais c'est pour se protéger des Arabes, quoi. Mais bien évidemment. mais bien évidemment, je veux dire. Donc oui, tu as tout à fait raison, Géraldine. Toutes les armes législatives sont prêtes pour un gouvernement fasciste, à tel point qu'ils n'ont même pas besoin de mettre un gouvernement fasciste, effectivement, parce que avec les éléments qu'il y a. Prenons un exemple. La décision de la guerre. La décision de la guerre. Qu'y a-t-il de pire que la guerre, hein, avec tout ce que ça entraîne? Macron la prend seule. Macron prend alors que normalement dans la Constitution c'est contradictoire. Il est dit que la guerre est votée par le Parlement, hein, est votée par l'Assemblée. Hein, l'entrée en guerre. Mais la France, toutes ses expéditions coloniales, jusqu'à la récente expédition au Mali, tout a été fait sans aucun problème, sans avis de l'Assemblée. Faut quand même être sérieux. Il y a aussi, c'est ça, il y a la préparation autant au niveau des lois administratives et tout. Il y a aussi la préparation un peu, je dirais, idéologique. C'est-à-dire que pendant des années, là, on a mis en avant la raison d'État. La raison d'État pour outrepasser la justice, la loi, notamment pour viser les musulmans, pour viser la sécurité. Et donc, il y a vraiment eu des gens qui ont mobilisé ça en mode, oui, on est obligé de passer outre parce que vraiment, c'est dangereux et tout. Et donc, mais cette raison d'État que vous avez mis en avant pour attaquer les musulmans, ils vont la mobiliser contre les manifestants. Ils vont dire raison d'État. Bien évidemment. Raison d'État de outrepasser la justice parce que là, il y a le danger, quoi. Quand on se met derrière l'État, c'est terminé. Hein. Quand on se met derrière l'État, c'est terminé. Ça se retourne contre soi-même. Alors, juste une petite parenthèse. En Espagne, le gouvernement peut utiliser un mécanisme appelé décret-loi. Oui, les décrets-lois, ça existe aussi en France. C'est autre chose. Mais, en situation justement en état de guerre,
Ah, Le d'accord. gouvernement peut, oui, donc c'est le même processus qu'il y a en Espagne, c'est pas pareil que le 49.3. Et tu as raison de dire, pour adopter des mesures législatives d'urgence sans passer par le Parlement, cependant, le Parlement doit ensuite ratifier ces décrets dans un délai de 3 jours, faute de quoi ils expirent. Bien, oui, voilà, donc on voit que c'est quand même pas le 49.3, parce que le 49.3, le Parlement ensuite ne ratifie rien du tout. Hmm. Il ratifie, on lui demande même pas de ratifier. Mais le décret-loi existe également en France. Décret-loi est pris dans, dans certaines conditions. Oui, absolument. Je crois que c'est en situation d'état de guerre. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Non, le 49.3 est vraiment très propre à la France. Et puis surtout, on voit l'utilisation du 49.3 pour des choses aussi importantes. Alors là, il y a eu encore une astuce, puisqu'on a fait passer cette histoire par un règlement de finances de la sécurité sociale. Ah, d'accord. Vous avez vu, l'arnaque, elle est là aussi déjà. C'est que ça portait uniquement sur un volet. C'était comme si cette histoire des retraites, c'était un ajout, grosso modo, un ajout à une loi de financement de la sécurité sociale, quelque chose de genre. Donc ça ne portait même pas en tant que tel. Voilà, alors là, déjà, il y avait un contournement de la loi, si je puis dire, une sorte d'arnaque, une grosse arnaque, mais en plus, le 49.3. Voilà, donc le problème est là. Si on veut que ça se passe mieux dans ce pays, eh bien, il faut, en un mot, que les Blancs soient solidaires des causes et des revendications. C'est aussi simple. Ouais. Surtout que là, je viens de voir les déclarations de Macron. Alors, attends. D'ailleurs, c'est problématique de se focus autant sur les sauvages. Ça met la pression, ça fatigue les flics, mais ça bloque pas le truc productif. Il y avait une image que j'avais bien aimée. C'était genre, le soir, t'avais les manifestants, genre sauvages en manif, les jeunes et tout, tu vois, qui fatiguaient les flics et tout. Et donc, ça s'est arrêté vers 1h, 2h du matin. Et à 6h du matin, t'avais les syndicats qui bloquaient la route, qui bloquaient l'entreprise et tout. Et je trouvais ça. Je trouve qu'au lieu d'opposer les deux, ce serait marrant de voir l'articulation entre les deux, tu vois. Entre les manifs sauvages et les blocages de. Non se dire. C'est excellent. Non, travailler en équipe, quoi. Ils vont être épuisés, quoi. Le exactement. soir, le matin. Non, mais. La France qui se lève tôt, la France qui se couche tard. Exactement. Main dans la main. Exactement. Non, mais tu as raison de le dire. Non, c'est excellent ce qui se passe actuellement. Il ne s'agit pas pour nous de dire que c'est pas bien. Au contraire, nous ne pouvons qu'encourager comment ce mouvement. Absolument, absolument. Et oui, c'est ça. Alors le but, alors dans toute guerre de guérilla, vous savez, il faut disperser les forces ennemies. Il faut d'abord concentrer ses forces et comment disperser, faire de telle sorte que les forces ennemies soient dispersées. Donc en intervenant de place en place comme ça. Ouais. De façon, c'est bien, ça force les policiers à être vigilants sur toutes les grandes places du pays, ils savent jamais. Et en même temps, eh bien, voilà, on les épuise. Faut les épuiser. Voilà. Alors, n'oublions pas quand même une chose, les amis, c'est qu'il y a quand même ces 3 polices politiques qui sont là, je le répète. La Brave, les CRS d'abord qui sont une police politique, la Brave, et puis la BAC. Alors la BAC, là, on la voit pas tellement, mais elle est dans les banlieues, là, parce qu'elle s'inquiète. Moi qui fréquente un petit peu les banlieues, je vois bien. Je vois bien. Ça fait rire, Elias. Ils sont au taquet, la BAC, dans toutes les banlieues, dans toutes les gares de banlieue. En plus, on a la police ferroviaire. On a la police ferroviaire, la police du métro, etc. Alors là, le nombre de policiers que compte ce pays, mais c'est absolument hallucinant. Ouais. C'est absolument hallucinant. Je crois qu'il faudrait faire un décompte. Je vois ce que tu veux dire, cathédrale. Oui, tout à fait. Donc, du coup, et puis en plus, les gendarmes, alors les fameux mobiles, justement, les compagnies de gendarmes, les gendarmes mobiles qui font partie de la gendarmerie, donc de l'armée, et qui sont utilisés pour le maintien de l'ordre, comme on dit. N'oublions pas qu'au départ, les mobiles ont été recrutés, alors je crois que c'est aux alentours de 1848, et ils ont été recrutés à l'origine, c'était beaucoup de jeunes ouvriers. Qui n'avaient pas de boulot, etc. Et au départ, c'était censé être une force qui n'allait pas être contre le peuple, parce que c'était vraiment des ouvriers. C'était pas les paysans, comme d'habitude, justement, les forces de répression, l'armée, qui va réprimer la commune. C'est plutôt des paysans, des gens qui viennent des campagnes, à qui on a fait croire n'importe quoi, que c'était des... Mais là, les mobiles, malheureusement, ils vont exercer la répression de façon absolument terrible. Et voilà. Il faut aussi dire ces gendarmes mobiles qui sont là. Donc, je ne sais pas si on imagine le nombre de policiers qu'il y a dans ce pays. Ouais, alors, ouf, on le répète, on n'est pas contre. C'est effectif, c'est ouf. Voilà, il y a tout à le débat. Est-ce qu'il faut une police Oui, exactement. Il m'a mis Renaud dans la tête. Oui, la France est un pays de flics. Voilà. Ils assassinent impunément. 148 000 policiers actifs au 1er janvier. Ouais, c'est absolument hallucinant. Je crois que c'est possible. Il y avait des militaires qui ramassaient les poubelles.
Oui. 11 000 11 CRS. Oui, 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 c'est absolument hallucinant. Et Alors, très organisé, très préparé. ah bah, complètement préparés, qui tireront dans le tas sans aucun problème si jamais si jamais l'ordre est donné. Il faut quand même avoir ça en Faut tête. pas oublier que votre RN dans la police et tout. Hein. Ils sont bien payés, enfin, par rapport aux Ils ont ouvriers, leur retraite. ils sont bien En payés. fait, ils ont tout intérêt. En fait, La retraite avant, alors eux, ils n'auront pas le problème qu'ont les ouvriers pour la retraite. Hein, c'est pas 64 ans. Hein. Ils ont des régimes spéciaux, bien évidemment. Salut cathédrale. Salut, Et ouais, en ouais. fait, ils ont tout intérêt à être du côté du gouvernement. C'est pas juste qu'ils obéissent aux ordres, c'est que ça leur convient. Hein. Bien sûr. 52 ans la retraite pour les flics. Oui, 52 Alors ans. que Bon, c'est bah, pas voilà. ceux qui ont le plus gros taux de surmortalité. On rappelle que Bah, bien sûr. la catégorie professionnelle où il y a le plus gros taux de surmortalité, Ouais. c'est les éboueurs. Bah, bien évidemment. Merci beaucoup. 2 Bien ans, évidemment. Kalkimoro, joyeux Bien évidemment. anniversaire. 2 ans. Bien 2 sûr. ans, ça fait 2 ans qu'il est abonné à notre chaîne. Ah ouais. Il a fait. Ah. Ça fait 2 ans qu'il nous Pago, donne de l'argent. Pago Bokor Kalkimoro. Ah, Kakimoro. Merci Pardon, excuse-moi. beaucoup, Kalkimoro. D'accord, il bah, était là dès super. le début. Super, super. Le chef d'État l'a promis, il y aura bien une loi immigration. Il y aura sans doute plusieurs textes d'immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines. Maintenant, nous n'avons pas le droit à l'arrêt ou à l'immobilisme. Ah non, mais c'est effroyable. Ce qui se prépare contre l'immigration est absolument Et qui vont s'en effroyable. servir pour détourner pour détourner la colère aussi. Je suis Bah, sûr bien que évi- leur stratégie, c'est ça. En Mais fait. tu as Quoi. tout à fait raison. Réaliser le consensus à nouveau. Ouais. Le consensus, le contrat racial, justement, le fameux contrat racial. Ouais. On va se servir de cela. Oui, il y a quand même trop d'immigrés. Il y a quand même, il y aurait moins de problèmes. Comment s'il y avait moins d'immigrés ce genre de bêtises. Ouais, ils vont chauffer les esprits, je pense, sur Mais, ça là. mais dans les oui, prochains mois. c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon avis, il a hâte de faire cela, pour Ouais. retrouver du consensus. Hein. Aussi la guerre également. Il est bien le barrage de l'extrême droite. Ah, bah, Macron, c'est pas un barrage à l'extrême droite, c'est ça, c'était de l'ironie. Ah oui, d'accord. oui, oui, c'est ça. Il est le barrage à l'extrême droite parce qu'il il fait ce que l'extrême droite veut. Voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de. Oui, ils vont profiter du Ramadan en plus. Voilà. Donc, d'écouter d'avoir voté au second tour, non. Bah, Le Non. Pen, Non, je le dis franchement, moi j'assume, moi j'ai voté Macron au second tour. Voilà, et Non, mais ça, c'est comme c'est ça. souvent l'argument des, Oui, des alors- gens. Vous avez voté Macron. Oui, mais ça aurait été c'est encore complètement débile. Non, pire avec mais bien Le évidemment. Pen, quoi. Mais bien évidemment. Genre, Le Pen aurait été du côté des ouvriers, Bah, moi- du côté de. Bien sûr, mais c'était par rapport à l'immigration. C'est très Oui, bien en que- plus, l'immigration. Non, Bah, mais même dans voilà. leur logique à eux, parce que Bah, eux, oui. ils oublient complètement l'immigration. Bah, bien évidemment. Vous savez, ils oublient les indigènes et tout. Bah, mais oui. je veux dire, c'est. Mais nous, c'était par rapport d'abord à cela. Macron va essayer de faire des choses, mais on sait très bien qu'avec le RN, ça serait allé beaucoup plus vite encore déjà. Ouais, Ça serait allé beaucoup plus vite, ça aurait été les toutes premières mesures, et puis voilà. Donc moi, je regrette absolument pas c'était simplement la politique du moins pire, hein, et c'est tout. Par contre, moi, je veux beaucoup à tous ceux qui n'ont pas voté Mélenchon. Alors par contre, oui. ça, je peux le dire. Hein, sous des prétextes même gauchistes, hein, style il faut qu'il y ait une voix ouvrière. Bah, le résultat, on le voit. Hein, il faut qu'il y ait une voix ouvrière. Non, mais attends, on n'est pas à une présentation de Miss France, non. On n'est pas en train de présenter le truc le plus sexy, le plus sympa, le plus radical, etc. Mélenchon, c'était la seule solution. Hein. Voilà, on a loupé cette solution. Le problème est là. Je ne vais pas dire qu'avec Mélenchon, ça aurait été bien. On sait qu'il y a Mélenchon. On n'a jamais dit que nous étions jamais dit que Mélenchon était anti-impérialiste ou quoi que ce soit. Mais nous avions une marge de manœuvre avec Mélenchon qui était beaucoup plus importante. Mélenchon, il est évident qu'il n'aurait pas pu, malgré tout, faire cette loi sur les retraites ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y aurait eu des choses positives. Ça, c'est un fait. Surtout par rapport à la police. On le voit bien. Il ne pouvait quand même pas se dédire à ce point. Marine aurait fait le quart de ce qu'ils ont fait. Ça fait 4 ans qu'on aurait déjà quelqu'un d'autre au pouvoir. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que vous sous-estimez la manière dont elle a été respectabilisée dans le champ politique français. Hein. C'est devenu un truc. Ah, mais bien sûr. Non, moi, je ne crois pas du tout une seule seconde. Ils auraient dit c'est la démocratie, c'est comme ça. Je pense même ils auraient essayé de manœuvrer pour être au gouvernement avec Le Pen et tout. Donc, je pense que vous surestimez ça. Il a dit aussi on va continuer à avancer à marche forcée. Pour parler de la réindustrialisation de la France. Ah oui, carrément. À marche forcée, on réengage le pays vers son avenir. Vers son avenir. Mais ce type-là qui pense posséder l'avenir du pays... C'est Napoléon, vraiment. Mais c'est absolument hallucinant. Je sais mieux que vous. Ah ouais. C'est Napoléon. C'est un mélange de Napoléon et de Néron. Oh, c'est beau ça. Ouais, toi bah oui, à l'instant. C'est Napoléon. Moi, je l'appelle Napoléon.
Macron, vous vous rendez compte, j'allais dire Franco. Et, non, mais je vous jure, c'est la vérité. Tout d'un coup, j'allais dire Franco. Mais Napo Néron, il est en train de voir le pays flamber, et puis il est en train de déclamer des poèmes sur sa lyre, comme ça, en regardant Rome flamber. Voilà, voilà. Donc du coup, non. La question est de savoir l'avenir maintenant, concernant ce mouvement, que vont faire les syndicats. Il a appelé les syndicats au dialogue. Au dialogue, oui, bien sûr, oui, le dialogue, oui. Le dialogue, ça veut dire discuter toujours. De toute façon, j'en pense pas moi. Oh. Non mais attendez, faut arrêter de rigoler. Le type, il utilise le 49.3 comme ça, sans aucun regret ni rien, et de façon ferme. Mais ensuite, eh bien, il va effectivement dire comment je voudrais dialoguer. Mais le dialogue pour lui, ça veut dire vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein, mais ça passe quand même, quoi. Ouais. Non, mais voilà. Emmanuel Macron souhaite toujours une application de la réforme d'ici la fin de l'année pour que les choses rentrent en place, et notamment que 1,8 million de retraités commencent à être augmentés d'environ 600 € par an en moyenne. Il ne sait plus quoi inventer. Non, mais... Il ne sait plus quoi inventer. 1 million, combien il a dit de retraités, augmenté de 600 €. D'ailleurs, oui. c'est pas un hasard qu'il l'ait fait à 13h, son intervention. Hein. Mais bien sûr. Évidemment, il s'adresse aux retraités, effectivement. Oui. Et ils ont même dit aux mères de famille et tout, pour qu'elles soient pas inquiètes. Les mères de famille qui, en bonnes mères de famille, sont dans leur cuisine. Les bonnes mères de famille version bourgeoise d'aujourd'hui. Non, mais c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Et alors, encore une fois, c'est pas uniquement Macron. Macron représente les milieux d'affaires. Macron représente une classe sociale. Il représente la classe bourgeoise, impérialiste de ce pays, hein, qui, dans le même temps où elle prétend vouloir faire, je crois que c'était calculé, c'est de 2 milliards, 2,8 milliards d'économies avec ces histoires de retraite. Je le répète, hein, l'Union européenne s'apprête à donner 2 milliards de plus pour la guerre en Ukraine. Et puis la France, Macron, qui donne 147 milliards ou 141 milliards à l'armée. Donc voilà, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ah, mais, attends, je suis désolé, mais quelle grosse ordure, parce qu'on l'a interrogé sur les tensions et tout, et il a fait des références à l'invasion du Capitole et à l'insurrection au Brésil. Donc, en gros, les fachos. Les fachos, il a dit, on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Oh, que c'est beau. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont les conseillers qui délivrent ces éléments de langage, comme on dit. Parce que c'est absolument hallucinant. Ils doivent être en sueur actuellement, en train de plancher partout, pour dire qu'est-ce qu'on peut trouver. On va essayer de jouer sur la fibre, comment ce sont des fascistes en face. La gilet jaunisation, en fait. Hein. Ouais. Il va essayer lui-même de... Alors, en même temps, on a entendu dire qu'il s'inquiétait de la gilet jaunisation possible de ce mouvement, mais en même temps, il va tout faire pour gilet jauniser ce mouvement, hein, le faire apparaître comme étant une résurgence des gilets jaunes, avec le côté facho, etc., etc. Mais alors, c'est absolument hallucinant. C'est du Enthoven, oui. Mais tout à fait, je crois que c'est Enthoven, son conseiller occulte. Même pour l'invasion du Capitole, les policiers étaient moins violents. Bon. Mais je vais le frapper. Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter ces dernières années. Ah oui, non mais attendez. Mais on est... il hallucine, on hallucine. On hallucine là. On hallucine. Alors, il faut aussi dire un mot de tous ces députés aussi. Parce qu'on a quand même des députés qui ont voté cela. Ouais. C'est vrai que ça s'est fait à 9 voix près. 9 voix près. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs centaines de députés qui ont voté cette loi. Ces députés, il va falloir qu'ils rendent des comptes à leurs électeurs quand même, parce qu'ils ont quand même des électeurs. Hein, et ce serait quand même bien que ces électeurs leur demandent des comptes, parce que c'est grave. Hein. Il a dit que les gens qui sont en colère à cause des gens qui travaillent... Ah oui, d'accord, oui, il a opposé le RSA et... il a opposé les gens qui travaillent... Parce qu'en gros, il a dit qu'il faut arrêter le bordel, quoi. Oui, c'est ça. Il faut remettre le pays en place. Ce qu'on appelle... Il va jouer sur le parti de l'ordre. Hein, malheureusement, le Parti de l'ordre, qui est un parti diffus comme ça dans ce pays, qui a toujours existé, c'est ce Parti de l'ordre qui ensuite, après mai 68, va se remettre en route, hein, et va plébisciter De Gaulle, hein, qui va
ne pas le plébisciter au niveau du référendum, évidemment, sur la régionalisation, hein, mais aux élections législatives, le parti de Gaulle va gagner les élections après 1968, hein, les législatives d'après. Ça, c'est un vrai problème. Alors, il va jouer sur le parti de l'ordre. C'est pour ça qu'au niveau de ce qui se passe dans les manifs, c'est aussi particulier. C'est-à-dire que le problème, il est que si on a des réactions de manifestants des réactions plus radicales, on va aussitôt mettre ça en exergue pour dire regardez et puis faire peur aux gens. Ouais. Hein, faire peur aux gens, regardez, là, ils mettent le pays à feu et à sang, etc., etc., etc. Mais il y a quand même un soutien quand même populaire. Alors pour l'instant, oui. Pour l'instant, absolument, et c'est bien ce qui l'embête, parce que je crois qu'il doit mener ses sondages, il doit avoir ses sondages particuliers actuellement, et il sait que les 3/4 des actifs, au moins, sont contre cette loi. Il le sait. Ouais. Et d'abord, on ne voit pas quel est le débile d'actifs suffisamment crétin pour aller se tirer une balle dans le pied, pour aller se suicider socialement, je dirais, et être satisfait de cette loi. Donc les seuls qui vont être d'accord, ce sont des gens qui ont des boulots nantis, qui ne sont pas concernés par la loi, qui sont déjà retraités eux-mêmes et qui n'ont aucun problème avec leur retraite, ou soit qu'effectivement... Mais les gens ils disent 91% et tout, c'est pas 80. Là, je parlais des gens qui soutiennent la mobilisation, c'est-à-dire même c'est un peu moins. Là, je sais qu'il y a 93% des gens qui sont contre la retraite, mais être contre la retraite et soutenir les mouvements actuels, c'est différent. Hein. Et ils jouent notamment sur ça. Bien sûr. Et à mon avis, le problème, c'est qu'il est en train de surveiller tous les sondages. Il doit faire quasiment des sondages pratiquement tous les 2 jours, hein, en se disant est-ce que ça baisse, ça baisse, pourvu que ça baisse. Et puis dès que ça va commencer à baisser, il va dire ah bah regardez, il y a eu seulement pour la grève de demain, ça va être pareil. Ouais. Hein, ils vont être là il y a eu moins de manifestants que tel jour. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de manifestants là. Que ça veut dire que les gens sont d'accord avec ton projet, bonhomme. Non mais c'est bonhomme. Non mais bien évidemment. Mais non, garçon, mais bien évidemment. Ça veut dire quoi? Les gens ne peuvent pas faire. Ça coûte cher de faire grève, etc. Et puis voilà. C'est très difficile. Je me rappelle quand il jouait sur ça aussi. Hein. Bah oui. Sur le fait que ça serait trop difficile pour les gens de. Ah bah bien sûr. D'ailleurs c'est un de ses conseillers qui l'avait dit. Ouais. Un de ses conseillers avait dit de toute façon les gens vu l'inflation actuellement, ils vont pas pouvoir faire grève longtemps. Hein, ça leur coûte trop cher. Non mais c'est abject. Mais par contre, il a une mesure de gauche. Il mène Laquelle? Il a dit que c'était un peu cynique que des entreprises aient un tel profit qu'elles en arrivent à acheter leurs propres actions. Et il a dit ça. Oui, et il a dit que le gouvernement, il allait demander au gouvernement de travailler sur une contribution exceptionnelle, mais qui n'est. Et on lui demande une taxe sur les profits. Il a dit non. Ah. Il dit s'il y a un bénéfice exceptionnel, il y aura une contribution. Ah, s'il y a un bénéfice exceptionnel. Il y aura une contribution exceptionnelle. On ne sait pas ce que c'est. Il va demander. Mais je vous parie tout ce que vous voulez qu'à la seconde où il a dit cela, il y a des armées de légistes qui sont en train de voir comment contourner cela de toute façon. Non, mais bien évidemment, à la seconde même, hein, les grands trusts, les grands banquiers, etc., hein, eh bien, on fait appel à leurs spécialistes hein, pour dire qu'est-ce qu'il nous fait là. D'ailleurs, tu nous contournes cela très, très facilement. Même la contribution. Mais bien évidemment. Des pins, on va leur offrir des pins. C'est ça exactement, la contribution. Non mais, et d'abord, parce qu'il faudra prouver que c'est un surprofit, parce que c'était ça l'idée. Hein. Surprofit, en plus, même le mot est déjà problématique. Surprofit, il y a des profits qui sont pas de problème, mais le surprofit, voilà, là c'est quand même trop. À partir de quand on décide que c'est un surprofit? Et puis il y a des tas de façons, on les connaît, de camoufler cela. Mais bien sûr, les niches fiscales, etc., toutes ces choses existent déjà. Je veux dire, non, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, n'oublions pas une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a supprimé l'impôt sur la grande fortune aussi. Hein, c'est ça aussi. LNM, ouais. Bien sûr. Ah d'accord, il a mis côte à côte les multinationales et les chômeurs RSA comme explication de la colère des gens en mode on écoute la colère, regardez, on va couper les aides aux pauvres. Ah d'accord. D'un côté, contribution exceptionnelle des grandes entreprises et de l'autre côté, le RSA. Alors ça me rappelle un certain Adolphe. Hein. Adolphe, bon, je ne fais pas de comparaison, mais au niveau de la rhétorique, voilà, qui consiste à mettre des très opprimés. Hein, bon, en l'occurrence, à l'époque, les juifs opprimés socialement, je veux dire. Hein, et puis les multinationales, les grands trusts de l'époque, ils faisaient ça aussi. Hein, voilà, pour essayer de prétendre naviguer au centre, comme on dit. Hein, non, mais c'est absolument abject. C'est absolument abject. Hein. C'est comme, ce sont les fraudeurs du RSA ou du chômage, hein, qui sont les véritables dangers et ennemis du système d'indemnisation et de la France. Qui provoquent la colère des Français. Bien sûr.
bien sûr. C'est clairement un argument RN. Mais oui, c'est pour ça que je vous Bien dis sûr, que c'est un argument facho, ça c'est connu. Les multinationales, point 1, les vilains pauvres parasites. Mais bien évidemment, c'est absolument Tu penses qu'il y aura du abject. monde demain? Je pense qu'il y aura du monde demain. Tu vas y aller? Je vais y aller absolument. Absolument. Oui, oui. Je vais y aller absolument. C'est à quelle heure déjà les gens? C'est à 14h? Je ne sais pas du tout. Ce sera le premier jour du demain. Ramadan. Moi, je Ouais, pense que ce je sera vais le y aller, premier mais jour, pas ouais. rester parce que j'aurai trop mal à la tête. J'ai toujours la migraine le premier jour. Bah oui. Merci, Tantou. En plus, t'as des migraines pas possibles, toi. Ah ouais. Effroyable. Il a comparé les. Oui, on en a parlé de ça. Les travailleurs votent beaucoup RN. Alors, déjà, en majorité, les travailleurs ne votent pas. Déjà. Mais oui, il essaye d'attirer les travailleurs et ce ressentiment à. Mais c'est pour ça que. Ouais. Merci. 14h Bastille, merci beaucoup. Ah, 14h, c'est Bastille, d'accord. Ouais, d'accord. ouais. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que nous, on a d'autres partitions à jouer, c'est sur la question de la race, parce qu'ils vont jouer sur deux trucs, c'est les RSA. Bien Et sûr. c'est les immigrés, les indigènes et tout. Et parfois, c'est les mêmes. Bah, bien évidemment. Parfois, Bah c'est oui, les c'est ça. Mais c'est pour ça, évidemment. Et puis, c'est le parti de l'étranger. Hein, c'est Ouais. les étrangers. Tout vient des étrangers. Les Mais de toute façon, Français. je suis sûr que quand il dit les profiteurs du RSA, les gens, dans leur imaginaire, voient tout de suite genre la femme immigrée qui fait plein d'enfants pour profiter de la CAF et tout, tu vois. Mais bien Donc sûr. c'est sur cette fibre-là qui joue aussi parfois. Voilà, ouais. C'est ces gens qui disent oui, il suffit d'arriver, et puis aussitôt on touche des allocations, alors que les vrais Français, etc., entre guillemets, hein, bah pas du tout. Non, mais on sait bien. C'est pour ça que. Donc, ça revient à ce qu'on disait au début. C'est pour ça que ce lien entre les beaufs et barbares est absolument fondamental. Parce que c'est ça qui casse les mouvements aussi. Hein, c'est ça qui a cassé les mouvements. Et alors, en plus, je voulais dire, justement ajouter une chose là-dessus, c'est que c'est les barbares, mais c'est aussi, il y a un problème de classe sociale. Ouais. Je m'explique. Les classes dangereuses. Juste, je reviens sur un petit épisode historique qui est mal connu, qui est très mal connu et qui mérite d'être... C'est en mai 68. En mai 68, il y a des gens des quartiers... Alors, ce sont essentiellement des étudiants et des travailleurs, etc., qui manifestaient. On est bien d'accord. Et il y a un moment où le mouvement a été si important qu'il va commencer à intéresser des habitants des banlieues. D'accord. En 68. Mais attention, les jeunes des banlieues à l'époque, c'est pas les jeunes d'aujourd'hui, de la seconde génération. Ce sont des immigrés italiens, espagnols, etc. C'est ceux qu'on appelait les blousons noirs. Hein, c'était eux un petit peu les casseurs de l'époque, etc. Les racailles de l'époque. Les racailles de l'époque, on va dire. Hein. Absolument, Ouais, absolument. c'était ça. Bien sûr. Ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles. Bien sûr. Et alors, et donc du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le mouvement finit par entraîner ce genre de jeunes. Alors qui viennent effectivement beaucoup plus parce que bon, ils voient que ça se bastonne avec la police, etc. Et puis ils ont envie d'en découdre. Hein, ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît, etc. Et donc ils venaient effectivement en mobilette, c'est réel. Ils venaient en mobilette des banlieues et tout. Voilà. C'était les mêmes qui aussi adulaient John Hallyday, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, donc, en 68, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. Je ne sais pas si tu connais l'épisode de ce qu'on appelait les Katangais. Pas du tout. Ah bah non, parce que c'est fondamental. C'est quoi les Katangais? Alors les Katangais, ça fait référence aux Katanga. Pourquoi? Parce qu'au Katanga, il y a eu un coup d'État contre Patrice Lumumba. Hein. Le Katanga, c'est le... C'est une province du Congo. D'accord. Qui est extrêmement riche. D'accord. Et on sait que les principaux opposants à Patrice Lumumba, et qui vont l'avoir, qui vont même le tuer, hein, et le livrer on a même les images. Les là, images dans le camion terribles. et tout, et horribles. Voilà, ce sont des soi-disant des séparatistes katangais. Hein, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que j'aimerais qu'un jour on revienne sur cette histoire de qu'est-ce qu'un peuple, parce que justement j'avais préparé un truc là-dessus, mais on y reviendra. Et à partir de quand on peut dire que voilà. Et donc du coup les séparatistes avaient fait appel à des mercenaires blancs. Hein, pour s'opposer à Patrice Lumumba et des mercenaires blancs. Et ce qui fait que ces mercenaires blancs, on les appelait les Katangais, tout simplement. Retour à 68. En 68, ces jeunes prolétaires... C'est pas Bob Denard, hein, rien à voir avec Bob. Non, rien à voir. Et donc, non, c'était des mercenaires, c'était des Ouais, Belges, des Français, etc., qui ont permis à Tshombe de se saisir de ce pauvre Patrice Lumumba, etc., enfin, sa mise à mort. Et donc, toujours est-il que, c'est une analogie de journaliste, toujours est-il qu'en 68, les étudiants de la Sorbonne, qui avaient affaire à la violence des policiers, c'est un fait, et aussi à la violence des fascistes. Parce qu'il faut savoir que les fascistes
étudiants fascistes attaquaient les étudiants en 68. Et lorsque les étudiants à la Sorbonne étaient retranchés dans la Sorbonne, ils subissaient l'assaut d'étudiants fascistes. C'est pas Madelin et tout, un truc comme ça, non? Oh, il va y être, si, bien sûr. Madelin, ouais, Bien sûr, bien sûr. Toute la clique de Madelin, absolument, d'Occident, du mouvement qu'on appelait Occident, bien sûr, ils y étaient là-dedans. Il a fait un épisode sur ça. Bien sûr, tout à fait. Madelin, le mouvement Occident, puis le futur Ordre Nouveau, le futur mouvement Ordre Nouveau qui vient d'Occident. Et toujours est-il que donc les étudiants de la Sorbonne ont fait appel à des jeunes de banlieue, ouais, absolument pour résister physiquement, comment eux ne demandaient que cela d'ailleurs à la Castagne, aux fascistes, contre des fachos en plus. Absolument contre les fachos. Alors tout se passe très bien et ils assuraient un petit peu la protection de la Sorbonne aux côtés des étudiants. Mais écoutez ce qui va se passer. Par analogie, les journalistes ont appelé ces jeunes les Katangais. Comme si c'était des mercenaires. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était des mercenaires. Alors que les mercenaires, ça aurait dû être les Katangais, ça aurait dû être les fachos. Oui, ça aurait été les fachos. Mais vous savez comment sont les journalistes. Et donc, ces jeunes des banlieues, espagnols, italiens, etc., qui allaient faire le coup de main avec les étudiants de la Sorbonne, eh bien, on les appelait les Katangais. Les journalistes les appelaient les Katangais. Et ces Katangais, entre guillemets, donc, étaient aux côtés des étudiants. Sauf qu'il va y avoir un clash. Et il va y avoir un moment, les manifs devenaient de plus en plus violentes. Et il y a un moment, au moment où il y a une manifestation du côté de la Sorbonne, rue Soufflot, du côté du Panthéon, les policiers chargent les manifestants, les étudiants qui sont en haut de la rue Soufflot, du côté donc du Panthéon. Et là-dessus, les étudiants alors les Katangais sont là pour tenir tête aux policiers avec les étudiants. Et que se passe-t-il? Les policiers sont en train de charger. Et que font des Katangais? Eh bien, ils mettent un camion, ils desserrent les freins du camion et ils le projettent contre les policiers. Ah ouais. Ouais. Ah oui, et dans la rue Soufflot. D'accord. Le commissaire tué. Ah ouais. Ouais, c'est un des morts de 108. Le commissaire de police a été tué. Absolument. Et donc du coup, c'est notre époque. Ouais, une autre époque. Faut dire que la violence policière était terrible. Faut le dire. Et même plus tard, moi j'ai pas vécu 108, mais j'ai vécu les années 70. Et je peux vous dire une chose, c'est que la violence, je me souviens. T'as raison, Mélenchon. Vous savez pas ce que c'est un mouvement violent. Mais bien évidemment. Ça, c'est pas violence qu'on a pour l'instant. Ah non, moi je me souviens de policiers déboulant dans des cafés et réduisant, mais mettant en sang tout le monde à coups de matraque. Les consommateurs, des manifestants qui s'étaient planqués dans un café. J'ai vu des filles sortir du café, une grande manif dans les années 70, elles étaient en sang. Les policiers étaient rentrés, c'était absolument un truc de dingue. Mais c'est vrai que de l'autre côté aussi, il y avait aussi une violence, ça veut dire révolutionnaire, cocktail Molotov, etc., grande barre, etc. J'ai vu des policiers flamber dans la nuit. Moi, la question. Ah oui. La violence n'est jamais légitime. Bah oui, mais c'était comme ça. Légitime. C'était la forme que Attention. Oui, d'accord, mais c'est à la suite, c'est du coup à cause du camion malgré tout. Il est mort de crise cardiaque, pas par le camion, mais l'histoire était instrumentalisée par la police. Mais il est mort durant la truc? Oui, bien sûr, bah oui, absolument, oui. Je crois que c'est le choc ou quelque chose comme ça, absolument. D'ailleurs, des Katangais ont été arrêtés pour cela. Et que s'est-il passé? C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a un rapport de classe. C'est que les étudiants ont dit, c'est pas nous, c'est les Katangais. Alors que c'est eux qui, bien absolument. Ils se sont défaussés sur cette garde prétorienne, sur ces jeunes Katangais. Et plusieurs ont été arrêtés, puisque j'ai connu l'un d'eux qui a fait de la prison pour cela. Absolument. D'accord. Ah ouais. Et c'est avec lui d'ailleurs. Alors moi c'était mon aîné, mais enfin je le retrouve. Moi, je le connaissais pas à l'époque. Moi, je l'ai connu dans les années 80 et c'est avec lui qu'on a fait la Radio Mouvance à Barbès, une radio pirate, etc. Je peux dire son nom, il s'appelait Roland Fornari. D'accord. Et donc immigré italien, et lui avait été arrêté dans le cadre de cette affaire. Voilà. Toujours est-il que vous avez appelé. Ouais. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un rapport de classe. Ouais. Non seulement ce sont des indigènes actuellement, mais aussi ce sont c'est pas des indigènes des beaux quartiers. Il y a aussi le rapport de classe. Il y a ce double, il y a ce double problème. Je veux dire, ces jeunes à l'époque étaient des immigrés donc européens, auraient pu, eux-mêmes, il y avait quand même cette distance avec. Même sur les codes, sur les comportements, sur l'attitude. Voilà.
Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce double problème, c'est que c'est les habitants des quartiers, comment, de banlieue, etc., des ghettos, hein, ce sont à la fois évidemment des non-français, des non-blancs, et ensuite, voilà, c'est pas les étudiants propres sur eux, etc. hein. Ouais, bien sûr. Vous soutenez les violences dans les manifs ou pas? Je sais pas si on a le droit de dire qu'on soutient les violences ou pas. Bah, Essayez nous, de deviner, alors, essayez de deviner. Moi, je crois qu'on a moi, pas le droit moi, de- je ne parle pas, non, moi je ne parle pas de, enfin, je parle pas de violence. Qu'est-ce que ça veut dire les violences dans les manifs? Non, non, c'est pas Avec pas ta radio. ironique, hein. Non, pardon, parce qu'il faut préciser, qu'appelle-t-on Donc vous dites qu'il faut qu'on en vienne jusqu'à tuer des flics pour qu'ils... Mais comment il a compris ça, lui? Donc vous dites qu'il faut qu'on en vienne jusqu'à tuer des flics pour qu'ils se calment. Qu'est-ce- Non, alors ça c'est n'importe quoi. Comment tu peux? J'arrive pas à voir comment t'en es revenu à cette conclusion. Vous êtes des tarés, hein? Il est porté haut, il est extraordinaire ce type. Non, je disais qu'un commissaire de police a été tué et les étudiants se sont défaussés sur les Katangais. Voilà ce qu'on a dit. Hein. À l'époque, une époque où ils brûlaient les flics. On a dit ça? Alors non, oui, parce que effectivement, j'ai vu moi des policiers parce qu'il y avait des cocktails Molotov, Ah. absolument. Alors attendez, ils avaient des uniformes déjà unifigés. Hein, aucun policier n'est mort de cela. Simplement, les cocktails Molotov étaient faits avec, il y avait de la farine dedans ou du sable tamisé et de façon à ce que ça s'accroche aux vêtements. Ah ouais? Absolument. Bah oui. Hein. Et c'était notamment à une manif pour le Chili, hein, contre le coup d'État au Chili, qui avait été extrêmement violente du côté de Montparnasse. Hein. Voilà. Donc effectivement, j'ai vu que là, il y avait une violence, une véritable violence. Hein. Voilà, c'est tout. Donc je me demande que faut-il faire. Tu veux dire que pour que la loi n'existe plus? Parce que c'est ça pour que ça cesse. Non, mais en plus, sur la violence, moi, la réponse qu'on a, ce serait de dire que le mouvement, faut qu'il puisse se défendre face aux violences policières. C'est la violence de la... Voilà. C'est très intéressant ce débat sur la violence. Qu'appelle-t-on la violence? Nous, généralement, enfin les journalistes font référence uniquement à la violence visible. Hein, violence visible. Et encore, ils voient pas celle des flics qui est très très visible. Bien sûr. Alors vous connaissez la phrase de Brecht quand même. Je suis sûr que nos téléspectateurs, enfin, qui sont très très au fait de tout, hein, connaissent très bien comment la phrase de Brecht, de Bertolt Brecht, sur la violence. Hein, sur des gens à l'époque déjà qui accusent la mère de toute violence. Ah non, ça c'est non, n'importe quoi. l'abbé Pierre. Ces gens qui dénonçaient déjà la violence de manifestants. Alors on est dans l'Allemagne, de la montée du nazisme, etc., et qui dénonçaient la violence des communistes, etc. Hein. Et Brecht a cette phrase que je trouve très belle. Il dit on s'indigne ou alors on s'émeut, hein, de la violence du torrent, mais on ne dit rien sur les rives qui l'enserrent. Ouais. Hein, c'est vraiment cela. Hein, on s'indigne de la violence du torrent, mais on ne dit rien sur les rives qui l'enserrent. Il y a cette espèce de violence qui est la violence quotidienne du salariat, du capitalisme. C'est d'une violence inouïe. La violence du petit matin, hein, quand les gens partent pour un travail. Boulot, dodo, qui te détestent. Mais non seulement ça, mais un travail qui va les tuer prématurément. Alors on va dire, on finit tous par mourir, mais un boulot qui va les tuer prématurément. Hein. Que penser de cela, de cette violence quotidienne, la violence du salariat, pendant que... Alors si tout le monde était à la même enseigne et qu'on construisait le socialisme et qu'il fallait absolument bosser tous ensemble à la même enseigne, il n'y aurait pas de souci. Mais dans le même temps, il y a des gens qui se gobergent. Hein, qui se gobergent, je connaissais pas. c'est-à-dire qui profitent de la vie, etc., qui se goberger. remplissent, se goberger, hein, voilà. Voilà, c'était le mot du jour par Toto Youssef. Voilà, Goberger. se goberger, hein, qui se gobergent, mais avec des dépenses, mais inouïes, mais aller dans les beaux quartiers, aller voir ce qu'ils bouffent chaque jour, comment simplement, dans leur linge, comment dans les réceptions, etc. Ils balancent tout cela. J'ai un brut de goberger, c'est pas mal. J'ai vu ça comme ça en passage, mais c'est absolument terrible. Et pendant ce temps, moi j'ai vu des élèves le midi rentrer à la maison dans des banlieues, hein, manger des brisures de riz. Hein, manger de la brisure de riz, on achète un gros sac de brisure de riz, hein, pour la semaine, je crois, ou d'accord. Bah, le riz, c'est même pas du riz entier. Les brisures de riz, c'est le riz se casse. Hein. Quand le riz et donc tout ce riz cassé, hein, on le récupère. D'accord. On le récupère et puis ça coûte moins cher évidemment. Et en plus. Et en plus, il y a la première brisure, il y a même la deuxième brisure. Ah ouais, la brisure de la brisure. Mais absolument, mais je suis sérieux. Hein. Et donc, moi, j'ai connu des gamins qui mangeaient de la brisure de riz avec de la sauce piquante. C'est ça qu'ils mangent le midi.
Hein. Et dans le même temps, et dans le même temps, on a des gens mais qui se remplissent, qui dépensent un fric absolument hallucinant. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas la vraie vie. C'est pas de la violence, ça. Mais c'est beaucoup plus violent que n'importe quel manifestant aujourd'hui. Mais c'est évident. Hein. Alors quand on dit violence, il y a la violence visible. Il y a la violence qu'on ne voit pas. En plus, dans les manifestations aujourd'hui, il faut arrêter. Hein. On n'a même pas de grandes. Bah oui, parce que il faudrait voir les grandes manifestations d'étudiants japonais. Je crois que ça a été le chose en mai 68, justement, au Japon. Hein. Mais même la violence révolutionnaire, pour les révolutionnaires, elle est légitime. Elle est légitime. C'est pas une violence, c'est une contre-violence. C'est une contre-violence. Oui, mais c'est ça bien évidemment. Mais les manifestants violents. Mais nous, soutenir la violence, c'est-à-dire que, en fait, les gens vont penser que nous, on est en mode encourager la violence. Mais non, nous, on est en mode les manifestants, il faut qu'ils puissent se défendre. Voilà, autodéfendre. Les lits d'hôpitaux fermés, etc. La violence des personnes âgées qui sont en train dans leur petit meublé comme ça, qui sont en train de mourir doucement sans que personne s'en occupe. Ouais. Oui, pardon. Et donc, non, mais je disais, nous, on ne fait pas un éloge de la violence, mais on est pour que le mouvement puisse se défendre face aux violences policières et que le mouvement puisse avoir les moyens de manifester comme il le souhaite. C'est tout. Bien sûr. C'est tout. Bien sûr. Bien sûr. Non, Alors, ce débat sur la violence, on peut rigoler. En plus, je sais pas, il suffit de voir la Brave aujourd'hui. Je les ai vus, mais dans les manifs, là, mais c'est absolument incroyable. Ces types-là, une cinquantaine de motos comme ça. Non, mais c'est une horde. Alors, c'est vraiment une horde sauvage, là, pour le coup, parce que c'est le titre d'un film, là, sur les motards des Hells Angels, aux États-Unis, avec Marlon Brando, la horde sauvage. Non, c'est un western, mais ça a été appliqué aussi à cela, pardon. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. Hein, mais en tout cas, voilà, ils sont toute une bande, ils sont une cinquantaine, ils font pétarader leurs motos, mais c'est absolument hallucinant. Et puis c'est des méchants dans Mad Max. Ils le font exprès, ils savent qu'ils font peur aux gens. Ouais. Et on leur a dit, n'hésitez pas, allez-y, faites pétarader, etc. Hein, d'accord, faites peur aux gens. Voilà, il faut intimider. Non, mais c'est absolument hallucinant. C'est quoi ça ? Et les gens payent pour cette police. C'est nous qui payons pour cette police. Et ils vont prendre leur retraite à 52 ans, eux, sans aucun problème. Hein. Ils n'auront pas les poumons bousillés comme tous les mineurs, comme les travailleurs de la métallurgie, etc. Ils n'auront pas. Non, mais c'est absolument. Voilà. Tu as dit comme tous les mineurs. Youssef, il est en 1920. Ouais, c'est vrai. Bon, il n'y a plus de mineurs en France, c'est vrai. Les misérables. Pratiquement plus. Oui, les misérables. Mais, non, mais les maladies professionnelles, les éboueurs. Ouais, voilà. J'ai un ami, je l'ai dit, hein, j'ai raconté l'autre jour, j'ai un ami, un vieux monsieur qui travaillait justement au dépôt, Germinal, qui travaillait à l'usine d'incinération d'Ivry, hein, c'est Ivry ou Vitry, et je peux vous dire une chose, c'est que lui-même me montrait, je l'avais raconté, l'impétigo qu'il avait eu, qui était de toute évidence une maladie professionnelle, et qu'on ne voulait pas lui reconnaître comme étant maladie professionnelle. Hein, donc c'est sa peau qui. Mais il y avait des très belles photos où ça mettait genre les photos, genre les mains, les visages en même temps d'un travailleur et d'un bourgeois. Exactement. Et tu vois la différence, comment t'es marqué par bien la sûr, vie. C'est ça. Regardez les mains. Ouais, les mains. Serrer la main d'un travailleur et serrer la main d'un bourgeois. Et bien évidemment. Oui, les ouvriers du bâtiment, les égoutiers, il y a la quantité, sans faire de misérabilisme, la question n'est pas là. Mais même simplement des gens qui travaillent dans les bureaux, les femmes de ménage, évidemment. Je veux dire, c'est pas faire du misérabilisme, mais c'est épouvantable. Les paysans aussi, mais bien évidemment. Bien évidemment, c'est pas de la violence, ça. C'est pas de la violence, ça. Alors, évidemment, même si on vivait en situation socialiste, hein, d'un vrai socialisme, disons, il y aurait des boulots comme ça. Mais sauf qu'on prendra en compte cette fatigue et on partirait d'abord de comment éviter que les gens soient fatigués de façon prématurée. Hein. Oui, la technologie, elle servirait à ça. Elle servirait à cela. Il y aura un nombre d'heures limité aussi pour ces boulots. C'est des propositions de certains, c'est que ça pourrait même être des tâches partagées. Bien sûr. Que tout le monde participe à ces tâches ingrates, à tour de rôle. Alors voilà, tout à fait, on pourrait très bien imaginer cela. Hein. Voilà, et puis à côté de cela, on pourrait aussi, il y a un tas de boulots qu'on pourrait supprimer dans les usines d'armement, etc. aussi. Hein. Ouais, oui. Y a ça aussi. Ça pourrait vraiment servir à autre chose. Voilà. Donc le problème, il est là. Il est que la violence, tu as raison de le dire. Comment s'appelle-t-il ? Vintark, hein, le niveau de violence est défini par la police et l'État. Mais après, exactement comme ce que Fanon a pu écrire. Oui. Mais après, il ou elle dit, mais si on reste dans la violence du désespoir et de la rage, je pense pas que ce soit que ça. Sans travailler politiquement,
je sais pas où on va juste se faire défoncer. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça travaille politiquement. Non, bien Il y a sûr. des Non, débats, il y a c'est des pas un problème de discussions. désespoir et de rage actuellement. En plus, actuellement, il y a pas de violence des manifestants. Il y a, je crois, beaucoup plus une autodéfense. Hein. Ouais. J'ai vu, alors attendez, vous avez vu les vidéos comme moi. Vous avez vu cette vidéo d'un type, un noir ça se passe à République, il y a avant-hier ou hier, carrément hier même. Hein. J'ai vu la vidéo, mais elle est absolument terrible. Le type se tient droit. Il y a des policiers qui sont le long du mur, etc. La brave. Hein. Lui, il se tient droit, donc visiblement, il n'a rien à se reprocher, puisqu'il ne se sauve pas ni rien. Et il regarde dans une direction différente des policiers. Hein. Il ne regarde pas vers les policiers. Et tout d'un coup, ils vont tous se ruer, mais à je ne sais pas combien, au moins une quinzaine sur lui. Ils vont le saisir, ils vont le traîner. Il est paniqué, il essaye de fuir, il le chope, il le traîne, etc. Le type n'a rien fait. Ouais. Le type n'a rien fait. Mais c'est vrai que regarde Bambou, il a raison. Il dit moi quand même vu un manifestant violemment jeter sa tête sur la matraque. J'ai vu ça aussi plein de fois. Ah Des oui. manifestants qui jettent leur tête sur la matraque. Je sais pas ce qui leur prend. Peut-être qu'ils aiment bien la violence et tout. Hein. Mais oui, là, et on a plein de vidéos. Salam Tatiana, salam le chat. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a appelé Tatiana. Non, mais c'est une blague, Porteo, c'est une blague. Porteo qui. Il faut croire que les flics se protègent, genre que c'est eux qui attaquent. C'est quoi ça? Ah oui, c'est de la défense. Non, il y a l'autre vidéo, on voit tout un groupe de policiers qui chargent complètement un groupe de manifestants qui est statique, qui fait aucun mal, mais ils se ruent sur eux en donnant des coups, mais vraiment dans tous les sens, comme ça. Mais c'est Ouais, il se hallucinant. déchaîne. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas en leur disant bon, vous dégagez n'importe quoi. Ouais. Il les frappe directement comme ça, alors que c'était un groupe qui était totalement inoffensif, Et pas du tout des jeunes. Ouais, non, mais ils se font plaisir. Hein. Il y a même des flics polis qui disent pardon pour tes couilles. Le tir en Mais cloche. après, les gens, ça c'est la fonction aussi de la police actuellement. On va pas tarder à arrêter. Ouais. Encore. Ouais. T'aurais 2-3 derniers mots. Ouais. Youssef Alors le tir en cloche d'une grenade qui explose sur la tête d'un manifestant hier. Ouais, j'ai Moi, je l'ai entendu. vu en manif et je l'ai vu aussi il y a 3. C'est quand c'était samedi, peut-être dimanche. Ouais. J'étais allé en manif et aussi tu sais, ils jettent le gaz lacrymo là. Ouais. Mais en fait, ils le jettent plus comme ça. C'est comme ça et donc ça atterrit plusieurs fois sur la Alors, tête des gens. C'est interdit les tirs Bah tendus et les tirs en cloche. Ouais. Hein, les tirs en cloche, vous avez compris, c'est en haut et ça retombe. Et là, évidemment, ça peut faire extrêmement mal, une Bah grenade. On a vu d'ailleurs une des premières manifs à laquelle j'ai participé dans mes vertes années au lycée. C'était un jeune lycéen dont j'ai oublié le nom qui avait pris une Richard Day, il s'appelait. Voilà, il s'appelait Richard Day et il avait pris une grenade en plein visage, complètement défiguré, etc. Et il y avait sa photo sur les affiches. Et c'est une des premières, c'est une manif qui avait lieu à Place Clichy d'ailleurs. Et voilà, c'était un tir tendu. Les tirs tendus, donc droit et les tirs. Non, C'est plus dangereux là, les tendus. voilà. C'est la force, ça doit être. Voilà, c'est interdit normalement. C'est interdit. Et quant aux tirs en cloche, normalement, ils doivent être aussi extrêmement. Ils doivent pas situer au-dessus d'une foule. Évidemment non. Ça doit être un espace dégagé. Mais évidemment, moi, j'ai vu sans arrêt, j'ai vu des photos là de policiers qui tiraient avec des tirs de grenade à tir tendu. Et puis aussi des flashballs. Alors les flashballs, c'est absolument incroyable. Je l'ai dit, j'ai parlé l'autre jour de l'utilisation des flashballs dans la manif Palestine de 2014, en juillet 2014 à Barbès. Voilà, c'est aussi un vrai problème. C'est aussi un vrai problème. Mais même sur la défense, je n'ai pas l'impression que les cortèges tiennent le coup. Après, peut-être que je suis un fragile, mais j'ai surtout l'impression qu'on se fait disperser et arrêter. Après, je suis pas à Paris. Oui, mais c'est vrai. Après, ça va. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est comme à Shanghai, hein, on apprend en faisant, les gens. Bien sûr. Il y a plein de gens qui sont pas formés à ça, même moi. Hein, et après, tu vas en manif, tu vois les problèmes, tu regardes les gens qui sont un peu plus formés, tu dis il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Tu vas lire, tu vas apprendre, ça va s'organiser. Oui, voilà. oui. Alors il y a une chose qui est certaine, c'est que plus ça va durer. Et il faut faire confiance au peuple, Oui. et à l'inventivité. Il va s'éduquer. Je me souviens que dans nos ouvertes années, il y avait énormément de choses, tout un savoir. Alors, je vais en parler, ça ne veut pas dire que je dis c'est bien qu'il faut faire, d'accord? Je dis ce qui se faisait, d'accord? On est bien d'accord. Mais je me souviens, alors là c'était le 1er mai que j'ai fait à Paris, j'étais en seconde, hein, c'était particulièrement violent les manifs, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà les voltigeurs. Il y avait déjà les voltigeurs, les brigades à moto. Et donc, ils étaient deux avec celui qui est derrière, qui avait un grand madrier. Ouais. Qui avait un grand madrier et qui balayait comme ça. Et je me souviens qu'à l'époque, alors, je ne fais que répéter que dire ce que j'ai vu. Bon, désolé. Mais il y avait quand même pas mal de techniques contre eux. Ouais. Et notamment, il y avait, et ça je l'ai vu,
c'était se dissimuler derrière deux voitures. Et quand ils passaient, c'était un grand madrier dans les roues des motos. Oui, d'accord. Les roues des motos. Donc là, c'était imparable. Ou c'était aussi de répandre de l'huile sur la chaussée. Hein, à chaque fois quand il y avait une charge des brigades à moto, les gens avaient des grands récipients d'huile et ils badigeonnaient le sol de cela. Hein. Et là, c'était c'était vraiment c'était le patinage artistique. Ouais, c'est hein. ce qu'ils faisaient à l'époque. Ouais, absolument. Absolument. Là, c'est juste à titre informatif sur le constat qu'il y avait à l'époque, il y avait ça, quoi. Ah oui, il y avait. Rien d'autre. Non, rien d'autre. Non. Non, je ne fais que dire. J'en ai vu encore beaucoup d'autres. J'ai vu bien sûr des barricades. J'ai vu. Des Alors, hérisses. bon, C'est quoi, des donc- hérisses de l'huile ou des hérissons. Alors, je ne sais pas ce que c'est que des hérisses. Pardon. Ah oui, c'est des hérissons. Des hérissons. Je veux dire, des pointes, etc. C'est ça, je suppose. Hein. Ouais. D'accord. Oui, tout à fait. Je note. Ouais, non mais. Bien sûr, c'est historique. Bon, c'est juste alors. un petit point d'histoire, c'est tout. Alors, je ne vais pas C'est passer rien. au degré supérieur parce qu'ensuite, il y a eu un degré supérieur. D'accord. Qui était beaucoup plus, disons, un peu plus, on va dire, détonnant. Hein, d'accord. Mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien là-dessus parce que, hein, d'accord. Mais ensuite, non. Donc voilà, je veux dire, Mélenchon, encore une fois, a raison parce que s'ils veulent vraiment qu'on parle de cela. Mais le problème de Macron, là, c'est que plus il va. Surtout ne reproduisez pas chez vous dehors, absolument, hein, laissez faire les professionnels. Non, mais il y avait quantité de choses, et je ne dis rien, mais ensuite, eh bien, des petits manuels sont apparus. Que Mais là, les il y gens. en a, hein, petit à petit. Il y a des Ah bah, manuels et bien tout, sûr, des petits mais juste manuels. pour s'équiper, tu vois. Alors, juste mais pour bien s'équiper sûr, en manif, bien quoi. sûr, Comment bien sûr. t'habiller, comment Bien sûr, absolument, des petits manuels, etc. Alors après, il y avait comment fabriquer des cocktails Molotov, comment fabriquer, etc., comment fabriquer. Bon, bah voilà. Je veux dire, encore une fois, c'est cette violence de l'État. Les gens, finalement, ne font qu'opposer, c'est tout. Bon, on va pas tout dire, hein, mais Mais on n'en pense pas plus. mais voilà. Donc pour vous dire que. Mais cette violence est une réponse simplement à la violence de l'État. Donc Ouais. je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. On constate d'un point de vue sociologique que dès l'instant où il y a une violence qui est déployée, faut pas croire que face à cette violence de l'État, il y a une inertie en face. Forcément, la violence appelle la violence. C'est aussi bête que cela. Nous souhaitons que le mouvement n'ait aucune violence, qu'il n'y ait Ouais. pas de violence du tout. Ouais. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas opprimer un Mais peuple. qu'est-ce C'est ne que pas opprimer un qu'est-ce que peuple. t'as, pourquoi ils suppriment tout la voix des coloniales? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris le truc. Ouais. Bon. J'ai dit une bêtise. Ah d'accord. D'accord, je vois. Ah oui, D'accord. oui, non. D'accord. Ça D'accord. marche. Donc nous ne faisions que faire un constat, d'accord, sur des temps passés. Hmm. Sur des temps passés. Et bien sûr, nous sommes contre toute violence, bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment, nous sommes Mais nous, absolument. s'il y avait la possibilité que juste on aille Bien sûr. là-bas, on lui dise arrête, il arrête, bah voilà. Ouais. On serait content. Ouais. Ah d'accord. Ah, d'accord. Non. Mais il y avait Narges qui avait partagé un thread, les gens, mais c'est vraiment pour genre les trucs à faire avant d'aller en manif, et puis en manif, tu sais, d'avoir un numéro d'avocat. Ah oui, alors il y a des. papiers, alors là, il y a des. ne rien avoir de Il y a des luxe. petits, alors là, il y a des petits manuels qui existent. Alors ça, il y a aucun problème. C'est pas de la violence, on peut le dire. Hein. C'est absolument qui a été distribué même par des juristes. Et je crois que ça commence à être le cas parce qu'on a le syndicat l'excellent syndicat de la magistrature. Je tiens à le dire, l'excellent syndicat de la magistrature qui a toujours été très bon. Hein, actuellement réagit et dénonce les arrestations qui ont pour but uniquement de dissuader les gens de manifester, alors que manifester est un droit. Il D'ailleurs, répète. Darmanin a dit que c'était illégal, alors que il a dit Ah, vous êtes absolument. vous faites un délit. Vous faites un délit si vous participez à ces manifs. Et c'est faux. Voilà, le syndicat de la c'est magistrature, ouf, bien sûr, le syndicat de la magistrature Le a dit qu'on. ministre de l'Intérieur qui manque comme Ah ça, mais quoi. Darmanin n'en est pas à son premier mensonge. Ouais. Darmanin n'en est vraiment pas à son premier mensonge. Rappelons-nous ce qu'il a fait quand même, Darmanin. Tous les mensonges sur Ricky Hussein, sur tout cela, de toute façon. Hein, c'est bien connu. Hein. Non, Darmanin, c'est un spécialiste de cela. Et donc, il n'est pas du tout interdit de participer à une Darmanin est... Je n'ai rien dit, hein, d'accord. Ça fait référence à un slogan sous Vichy. De la résistance, pardon. Oui, sous Vichy. Et donc, du coup, je dis que c'est pas interdit. On veut nous faire croire cela. Voilà. Et donc, il y avait un certain nombre de mesures qui étaient prises, hein, et on va terminer là-dessus, sur que faire avant d'aller à une manifestation. Surtout prévenir des gens. Ouais. Et en plus, maintenant, il y a les téléphones. Faites attention parce que vous prenez un téléphone, c'est bien, mais sachez que si jamais vous vous faites arrêter, ce téléphone, il va être
copieusement. Confisqué. Ils sont en train de faire les fiches, attention. Là, ils sont en train de. Tous les gens qui. Il y a des centaines de gens qui ont été arrêtés. Hein. Ces centaines de gens, on leur pique leur téléphone et vous savez qu'ils ont l'obligation de donner leur téléphone et de donner le code voilà, pour le téléphone. Hein. Et donc, du coup, eh bien, tous les noms sont rentrés. Puis ils regardent s'il n'y a pas des messages où les gens se disaient on va se donner rendez-vous pour attaquer, etc. etc. Donc, faites attention. Et faites attention avec vos téléphones. Et surtout, faites une photocopie de votre pièce d'identité. C'est pas la peine de prendre la pièce d'identité. Faites une photocopie de la pièce d'identité. Ça marche la photocopie? Oui, bien sûr, ça marche. Et absolument. Et dès l'instant où il y a la photo, hein, surtout qu'aujourd'hui on peut faire de bonnes photocopies, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous savez que quand vous faites un passeport, on vous donne même une petite photocopie qui récapitule tout. D'accord. Vous pouvez vous servir de cela. Justement, c'est fait pour au cas où vous perdez votre passeport. Hein. On achète un Wico avec une carte prépayée alors. Ah, mais il y en a, ils font ça. Voilà, mais absolument. Mais bien évidemment, absolument. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Avec vous mémorisez un ou deux numéros, hein, et puis vous avez un numéro d'avocat. Voilà, ça c'est quand même important. Et sachez que vous avez absolument le droit de demander à avoir un avocat. Et ne croyez surtout pas, parce que le coup a été fait à un manifestant qui a été arrêté. Là, c'était l'ancien porte-parole des ouvriers de Continental, et qui était avec son avocat là. Et qui racontait qu'on lui a fait croire que l'avocat avait été prévenu alors que l'avocat n'avait pas été prévenu. Ouais. Ils avaient raconté n'importe quoi à l'avocat en disant que finalement, il ne voulait plus être défendu par lui. Non, mais ne faites jamais confiance. Hein. Et parlez jamais, en fait. Il faut toujours parler qu'à son avocat. Absolument. Et il ne faut jamais rien dire aux flics à part le minimum, quoi. Oui, je suis désolé de le dire, mais ne croyez jamais, effectivement, les policiers. Et ça, en fait, aussi, c'est un problème de formation où les gens et d'information où les gens ne savent pas comment réagir. Et donc, beaucoup finissent en... tu sais, le truc... Le procès rapide, là, comment ça s'appelle en comparution immédiate. Oui, absolument. Comparution immédiate et tout. Voilà, ne dites rien, signez rien et tout. Et vous attendez l'avocat. Puis on a quand même des gens qui sont poursuivis. Voilà, je n'ai rien à déclarer. Et simplement parce qu'il avait un masque à gaz. Hein, et le masque à gaz est considéré comme une arme. Ouais. C'est absolument hallucinant. Le masque à gaz, qui est quelque chose de protection, est considéré comme une arme. Donc il faut quand même le savoir. Hein. Et toujours la mettre en veilleuse. Ouais. Tu connais ça, cet extrait de Samir? Jamais balancer les copains. Et toujours la mettre en veilleuse. C'est une chanson? Alors, c'est utilisé dans un extrait de chanson de Mafia Cafri, mais c'est aussi un film. Je crois que c'est, comment ça s'appelle avec De Niro et tout. En fait, il se fait attraper par les flics, tu vois. Il est en procès et tout. Voilà, les affranchis. Et d'un coup, il y a son chef qui arrive et le gars, il est en mode ah putain, tu sais, en mode il va être pas content de moi parce que j'étais arrêté. Et le chef, c'est pas vraiment le chef, mais c'est son. Le livre du Ria dans le sac. Et qui lui dit c'est bien parce que t'as pas balancé les copains, c'est ça le principal. T'as pas balancé. Ah oui, d'accord. Ah bah, jamais, oui, donc sûr, voilà, Goodfellas, voilà, jamais balancé. Ah oui. Tout à fait. Bah, on espère qu'on n'a choqué personne avec juste ces évocations. Hein, non, tout de même pas. Hein, voilà. Mais si vous êtes sage, on vous racontera beaucoup plus que cela une autre fois. sur le temps jadis. On fera une manif en live avec Samir chez les Youssef chez les Black Blocs. Il leur dira comment faire et tout. Oui, tout en noir et tout. Ouais. On vous montrera quelques images de manifestations. Tiens, la prochaine fois, je vous montrerai quelque chose qui est un petit documentaire culte. Hein, l'attaque du Palais des Sports, c'était en 76, je crois, l'attaque du Palais des Sports où les fachos avaient décidé de faire un meeting contre le droit à l'avortement. D'accord. Hein, contre le droit à l'avortement. Et il y a eu 2 attaques au Palais des Sports et l'autre à la porte de Versailles. 2 attaques menées par les organisations d'extrême gauche. Alors, vous allez voir, c'est quand même quelque chose. C'est une autre époque. Ouais, on trouve ça facilement sur YouTube, sur l'INA. On montrera ça un petit peu pour bien voir ce que c'est que la violence, puisque aujourd'hui on parle de violence. Hein. Eh ben, on va s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est sur le PC à côté qui peut me répondre. Quelqu'un est à côté ? Non, je crois pas. Donc je vais aller arrêter moi-même le live, les gens. Et pour les gaz lacrymaux, hein, jus de citron ou sérum physiologique. Alors il y a le monteur qui est là, tu fais le raid, le monteur, fais le raid où tu. Ah ouais, mais non, mais ça va être compliqué parce qu'il voit pas le. Est-ce que tu pourras faire le raid, le monteur? Ouais, c'est bon, d'accord, il a enlevé le chat, donc il pourra faire le raid. Et on se retrouve, nous, dans 2 semaines. Ouais. Lundi prochain, il y aura la perm. Et je sais pas ce qu'on va faire comme émission, j'ai pas encore travaillé sur ça. Pour la perm ? Après la perm.
Ah, on va Parce qu'en trouver. plus, ça va être le ramadan et tout. Hein, donc, Oui, ça va être le on ramadan. va voir. Alors, bon ramadan à tous, hein. Enfin à tous ceux qui le font, et même à ceux qui ne le font pas. Il Ouais. n'y a, pas de raison. C'est à partir de demain qu'on mange plus, donc ça va être, Ouais, à partir de demain. Ouais. ça va être compliqué, Ouais, le café le mais matin, ça va être surtout, cool. hein. Ouais, mais ça fait 3 jours que j'ai arrêté le café, mais c'est pour ça là j'ai un peu la migraine. Moi aussi, j'ai voilà. arrêté. Moi aussi j'ai arrêté, j'ai pris du thé. Mais Ouais, bon. moi aussi j'ai pris du thé tout à l'heure. Ouais. Mais le thé c'est déjà, Bah oui. c'est déjà autre chose quoi. Je sais pas si le raid est fait, j'ai aucune info. Si le monteur peut me dire, est-ce qu'on est encore en ligne? Attendez, je vais suivre son portable. C'est bon? Bah Ah bah alors, c'est nous ça. au revoir à tout le monde. Hein. D'accord. Au revoir tout le monde, au revoir, je sais pas. Au revoir tout le monde, à bientôt, à très vite. Bisous, bisous, on vous aime. Bonsoir aux 300 personnes. 300 personnes, eh ben, C'est bien. pour nous écouter dire des conneries, je sais. Attends, est-ce qu'on est encore en ligne? Là, on est encore en ligne, Youssef. On est encore en ligne. Hein. Il ne le pensait pas. Mais vas-y, au pire. Non, non. Hein? On vous entend encore, ouais, je sais. Ouais. Bonsoir. Ouais, arrête. Eh, il y a un numéro, mais ça fait